L'histoire a commencé dans la rive chinoise de Shenzhen lorsqu'un enfant lumineux est né. C'était la première apparition des étranges capacités qui allaient plus tard être connues sous le nom d'Aster. Par la suite, de nombreuses personnes dotées de ces capacités sont nées et le monde s'est retrouvé rempli de super pouvoirs, avec 80% de la population mondiale possédant un alter quelconque. Une nouvelle profession a émergé, les héros. Il existait un groupe de héros agréés, utilisés par le gouvernement pour sélectionner des individus aux capacités puissantes et uniques afin de servir la communauté. Cependant, à cette époque, il existe un autre type de héros. Cette fois, les héros ne sont choisis par personne, ils agissent de leur propre initiative, et chacun a sa propre définition de la justice. Cela soulève des doutes quant à savoir si l'on peut vraiment appeler ces personnes des héros. Ce sont les gardiens qui aspirent à devenir de véritables héros, et c'est à ce moment-là que Midori est entré au lycée. Ensuite, nous nous rendons dans une île où un monstre géant se met le chaos. Certaines personnes fuyaient tandis que d'autres observaient la scène. Puis All Might est apparu et a rassuré tout le monde, vainquant le monstre d'un coup puissant, ce qui lui a valu l'admiration de la foule avant d'emporter le monstre. Un étudiant universitaire regardait la scène, émerveillé par la force d'All Might. Il s'est rendu compte qu'il était en retard pour son cours et a essayé de partir en hâte, mais il a heurté quelqu'un qui semblait être un tyran. Le tyran a exigé des excuses pour ce que l'étudiant avait fait, et l'étudiant s'est effectivement excusé, ce qui a poussé les autres à se moquer de lui en lui demandant où était sa fierté. Le tyran a essayé de frapper le garçon, mais celui-ci a utilisé son alter pour esquiver juste à temps, puis il s'est mis à courir, ce qui a poussé les autres à le poursuivre. L'alter de ce garçon n'est que la glissade, qui nécessitait que 3 points de son corps touchent le sol pour s'activer. Nous découvrons que son nom est Kwashi et qu'il est étudiant à l'université. Certaines personnes ont félicité son alter, même ceux qui l'avaient harcelé, mais il a continué son chemin. Ensuite, on voit une fille chanter au riz, encouragée par un public enthousiaste. Cette fille, une artiste indépendante nommée Popstep, a poursuivi sa performance pendant que Kwashi allait la regarder avec la foule. Le public l'encourageait avec ferveur. Kwashi se disait qu'il espérait que la police ne remarquerait pas ce rassemblement, tout en pensant que le chant de Popstep était plutôt ordinaire, pas vraiment exceptionnel. Cependant, c'était sa façon de sauter et sa performance qui la faisait briller comme une perle éclatante. Puis il se rappela qu'il était en retard pour le travail et s'y dépêcha. En chemin, il réfléchissait à la façon dont les gens se soucient des apparences et sont facilement impressionnés par ce qu'ils voient. En marchant, il bissa et pensa que la vie n'était pas juste. En arrivant au travail, son responsable lui dit qu'il était en retard et qu'une partie de son salaire serait retenue. Kwashi se tenait dans le magasin lorsque les mêmes brutes que précédemment sont entrés pour chercher des ennuis. Cette fois, ils l'ont violemment passé à tabac et l'un des voyous a affirmé que son alter était Spike, ce qui provoquait une douleur intense. Il a dit cela pendant que lui et ses amis attaquaient Kwashi sans aucune pitié. Une fois que tout fut terminé, Kwashi rentra chez lui, portant des marques de l'agression et exprimant sa frustration en disant que la police aurait dû intervenir. Il était très en colère, déclarant qu'il en avait assez et que ce soir, il ferait quelque chose, laissant entendre qu'il avait un plan. Plus tard, Kwashi enfila un déguisement et annonça qu'il allait utiliser son alter. Il commença à aider les gens de différentes manières, allant même jusqu'à organiser la collecte des déchets. Certaines personnes l'ont reconnu et l'ont encouragé, lui demandant même de prendre leurs déchets une fois qu'ils auraient terminé. Kwashi s'est senti heureux grâce à leurs paroles. Après l'avoir fini, il marchait et a mentionné qu'il avait très soif quand quelqu'un lui a tendu de l'eau. À sa grande surprise, c'était Popstep, la chanteuse. Il lui a demandé ce qu'elle faisait là et lui a répondu que c'était lui qui parcourait la ville pour ramasser les déchets et aider les gens. Elle essaya de se souvenir de son nom, l'appelant l'homme cafard, l'un des surnoms dont on se servait pour le harceler, ce qui le mit en colère. Il était sur le point de partir quand elle fit une remarque sur son déguisement en lambeaux, disant que c'était censé être celui d'All Might. Il répondit que c'était bien celui d'All Might parce qu'il voulait lui ressembler et qu'il ferait tout pour sauver le monde, affirmant que ce n'était pas un costume en lambeaux, mais plutôt un costume stylé. Elle déclara sarcastiquement que son meilleur effort consistait à ramasser des déchets, ce à quoi il répondit que chacun faisait ce qu'il pouvait. Elle continua avec « D'accord, Dom Cafard ». Il répliqua aussitôt « Mon main, c'est Miss Diff ». Il s'éloigna, lui conseillant de faire attention lors des soirées pour que la police ne l'attrape pas et la remercia pour la boisson. Sentant lui déplu, ce qui l'a mis en colère. Par accident, elle heurta les brutes qui avaient frappé Kwashi et elles commencèrent alors à la harceler aussi, l'appelant la fameuse fille qui chante dans la rue. Ils essayèrent de lui enlever son masque avec l'intention de publier son visage en ligne. Pendant ce temps, Kwashi observait la scène sans réagir, se contentant de dire « Arrêtez ce que vous faites, les gars ». Je lui dis de ne pas se mêler de ça et de dégager avec sa chemise stupide. Lorsqu'il essaya de parler à nouveau, leur chef le regarda avec colère, ce qui le rendit nerveux. Il leur dit qu'ils avaient raison et qu'ils devaient partir. En s'éloignant, il vit des larmes couler sur le visage de la fille et en fit toucher. Il pensa qu'il devait faire quelque chose.
Quand il essaya d'affronter la banque, l'un d'eux l'attrapa et lui demanda ce qu'il croyait faire, espèce d'idiot, avant de le jeter plus loin. Leur chef s'approcha de lui et dit qu'il ne l'avait pas reconnu au début, mais que maintenant, oui. Personne ne t'a demandé d'intervenir, cafard qui veut jouer les héros, dit-il avant de le frapper et de lui blesser le visage. Il lui dit, on ne va pas s'arrêter là. On va te détruire, toi et ta boutique, et on s'en prendra aussi à cette fille. Puis une personne étrange apparut au sommet du bâtiment. Kwashi entendit le chef de la bande lui demander pourquoi il faisait ça. La réponse fut « Parce que vous m'énervez vraiment ». La fille essaya de s'enfuir et disait qu'elle allait appeler la police, mais ils s'en fichaient et commencèrent à l'intimider. Kwashi était anéanti et le membre du gang était sur le point de s'en prendre à lui quand l'homme étrange sauta du toit et atterrit au sol, choquant tout le monde car on aurait dit qu'il était tombé dans les ordures. Il me dit « Vous parlez d'Olmec ?»« Il ne viendra pas, mais moi, je suis là. » Puis il s'est relevé et a dit « On dirait que mon atterrissage était embarrassant, mais ne vous inquiétez pas, j'ai juste contracté un peu mes muscles pour encaisser le choc. » Le chef du gang a essayé de lui parler, mais l'homme lui a asséné un coup écrasant qui a envoyé valser. Le reste du gang, effrayé, lui a demandé qui il était et pourquoi il faisait ça. Il a répondu « Je vais vous le dire. On m'appelle Codiste et on me surnomme le vengeur des ordures. » Puis il s'est approché du reste du gang et les a assommés eux aussi. Après cela, il a tiré la langue d'un des membres du gang et a dit « La couleur n'a pas changé. » On dirait qu'il n'est pas l'un des leurs. Quand il a vu la langue de l'autre personne, il a dit « Toi non plus, tu n'es pas l'un des leurs. » Il semblait qu'il cherchait un certain gang. Puis il a interpellé Kwashi, qui était terrifié et n'arrêtait pas de répéter qu'il n'était pas l'un d'eux. Codiste répondit « Garçon, tu as du potentiel et parfois j'ai besoin d'aide. Rejoins-moi et je ferai de toi un héros. » Mais Kwashi, effrayé, répondit « Ça ne m'intéresse pas, ce genre de truc, et essaya de partir. » L'homme dit « Tu mens parce que tu portes un costume qui ressemble à celui d'On-Mike et tu essaies d'aider les gens. Comment peux-tu dire que tu ne veux pas être un héros ?» Kwashi admet alors « Tu as raison, mais je ne peux pas obtenir de licence de héros avec un alter aussi nul que le mien. » Caloduste répondit « Qu'est-ce que tu racontes? Les alters puissants et les licences n'ont rien à voir avec la vraie justice. » Il poursuivit « Ce qui compte, c'est le moment où tu fais face à un danger et que tu te demandes si tu es capable de l'affronter ou non. C'est la seule question à laquelle tu dois répondre. » À ce moment-là, Kwashi réalisa que ce type n'avait pas de licence de héros, mais leur conversation fut interrompue par un cri de Bob Stop que le chef de gang avait pris en otage. Il dit à Caloduste barré avec fusil aussi. Caloduste répondit « Ne crois pas qu'en prenant un otage, tu m'empêcheras de t'arrêter. » Le chef de gang dit alors « Je ne la prends pas en otage. Je fais utiliser ma malter pour lui défigurer le visage. C'est la seule chose qui me satisfera. » Kwashi restait là, sous le choc, repensant aux paroles de Caloduste, quand soudain il se jeta sur le chef de gang et le plaqua au sol. Caloduste saisit l'occasion et asséna un coup puissant qui projeta le chef de gang au loin. Après cela, Caloduste examina aussi la langue du chef de gang et déclara « Cela ne correspond pas aux critères, mais je vais quand même vérifier leur identité, au cas où. » Il s'approcha ensuite de Kwashi et dit « Je vais tout apprendre sur les héros. » Rien ne satisfait autant l'âme que de faire tomber des criminels. Kwashi était choqué et ne savait pas quoi dire, mais il pensa en lui-même « Je ne sais pas si je dois te remercier ou m'enfuir loin de toi, mais ce que je sais, c'est que tu es bien plus dangereux que ce gang. » Ils se rendirent ensuite chez Kwashi et Caloduste commença à lire les dossiers de Kwashi, ce qui le mit en colère. Il lui dit « Tu ne devrais pas fouiller dans mes affaires. » Caloduste répondit « Ne t'inquiète pas pour ça. Pour l'instant, tu dois juste m'appeler nègre. » Kwashi dit « Je t'ai déjà dit que je ne deviendrai pas ton disciple, ici c'est chez moi. Tu dois partir d'ici. » Mais Caloduste ignora et commença à fouiller dans son frigo, ce qui mit aussi Kwashi en colère. Après cela, on voit les membres du gang marcher après que Caloduste les ait mis hors d'état de nuire. Leur chef voulait se venger, mais un des membres du gang dit « Il faut qu'on les évite, ce type est dangereux. » Puis un homme avec une cicatrice sur le visage ne s'arrête pas et dit « On dirait que vous vous êtes fait massacrer, mais j'ai exactement ce qu'il vous faut. » Il tenait 3 chips dans sa main. Ensuite, on voit Caloduste parler à Kwashi, lui disant qu'il cherche une nouvelle drogue dangereuse qui se répand en vie, appelée Trigger. Cette drogue réduit la force mentale, mais augmente la puissance des alters au maximum. On voit que les membres du gang utilisent cette drogue, ce qui augmente considérablement leur force. Il a dit « À ce rythme, les vilains seront partout et je ne peux pas l'ignorer. » Kwashi a répondu « Mais on ne devrait pas laisser ça uniquement à la police et aux héros. » Caloduste lui a expliqué qu'il ne pouvait pas compter sur les héros et la police dans cette affaire, car les vilains qui apparaissent à cause de la drogue Trigger surgissent soudainement au milieu de la foule sans aucun avertissement, donc les super-héros et la police auront toujours un temps de retard sur ces criminels, et c'est là que nous intervenons pour nous occuper d'eux et examiner leur langue. Kwashi a demandé « Pourquoi leur langue ?» Caloduste a répondu « Parce que les toxicomanes qui consomment la drogue Trigger finissent avec la langue noire comme effet secondaire. » Kwashi a alors demandé
c'est pour ça que tu regardais la langue de ces criminels? Caliduste a confirmé, oui, et toute personne qui a la langue noire, je m'en occuperai immédiatement. J'essaierai aussi de découvrir la source de cette drogue pour éliminer le problème à la racine. Kwashi a demandé, tu vas frapper n'importe qui comme ça. Caliduste répondit, oui, il faut s'occuper d'eux avant qu'ils ne prennent une dose de trigger. Kwashi répliqua, je ne pense pas que quelqu'un va te montrer sa langue aussi facilement. Caliduste insista, quiconque nous paraît suspect, on s'en occupera tout de suite. Kwashi, alarmé, demanda, tu plaisantes? Là. La scène passa rapidement à Caliduste et Kwashi en train de poursuivre des criminels. Il semblait qu'ils ne plaisantaient pas du tout. Au cours de leur aventure, ils rencontrèrent Dubstep, qui leur apprit qu'il cherchait des toxicomanes. Bob remercia Caliduste pour ce qu'il avait fait la veille, puis demanda à Kwashi, pourquoi tu es de ce type, au juste? Kwashi répondit, si je le laisse faire ce qu'il veut, il risque de frapper n'importe qui sur son passage. Caliduste dit avec colère, je me frappe que les suspects, comme je l'ai fait avec le gang. Dubstep répondit, mais cette méthode est vraiment aléatoire. Tu devrais utiliser ta tête et cibler davantage ta recherche. Sûrement que beaucoup de gens ont pris des photos des criminels. Elle utilisait son téléphone pour en chercher certains. À ce moment-là, Caliduste arrêta un homme qui marchait dans la rue et lui ordonna de tirer la langue. Kwashi tenta de l'arrêter dans son geste, mais par accident, l'homme tomba au sol et quelques poupées tombèrent de son sac. Caliduste déclara, un adulte qui se promène avec des poupées d'enfants? C'est clairement suspect. L'homme affirma alors qu'il travaillait dans le commerce de jouets et Kwashi tenta de le défendre, mais cela ne servit à rien. Caliduste attrapa l'homme et s'apprêtait à le mépriser lorsque soudain le professeur Izawa apparut et arrêta Caliduste en disant « La violence n'est pas permise ». Le professeur Izawa demanda alors à Caliduste qui fait partie de ces méchants. Kwashi et Dubstep furent choqués d'apprendre que Razorhead était un héros officiel et que Caliduste cherchait à se battre avec lui. Kwashi et Dubstep avaient peur que Razorhead pense qu'ils étaient les méchants, alors ils essayèrent de dire qu'ils n'avaient rien à voir avec Caliduste. Après cela, une bataille féroce a commencé entre Caliduste et Razorhead. Caliduste attaqua Razorhead et ainsi avait touché, mais cela n'eut aucun effet sur Razorhead. Razorhead répliqua alors en frappant Caliduste, ce qui le projeta en arrière. Dubstep dit « Je crois qu'il y a un problème » et Kwashi fit remarquer que c'était un gros combat, mais Caliduste ne cessa pas d'attaquer et s'en prit de nouveau à Razorhead. Razorhead riposta aussi et frappa encore Caliduste, mais cela n'eut aucun effet sur lui. Caliduste réussit à attraper Razorhead, mais celui-ci se libéra et s'envola haut dans les airs. Pourtant, Caliduste n'a pas abandonné et a tapé Razorhead une fois de plus. Razorhead et Caliduste continuèrent à se battre, et finalement un homme s'approcha. Dubstep fit remarquer que cet homme lui semblait familier de dos et mentionna que, lorsqu'elle regardait plus tôt, il apparaissait partout où il y avait des méchants. Elle pensa qu'il devait savoir quelque chose. Dubstep s'envola pour l'attraper et demanda à Kwashi de le poursuivre aussi. Kwashi se mit à courir derrière lui en criant « Viens ici que je puisse t'examiner ». Pendant qu'il poursuivait l'homme, les méchants revinrent vers eux et l'un d'eux déclara qu'il était temps de régler les comptes de la nuit dernière. Ensuite, on est passé au combat entre Caliduste et Razorhead, où Caliduste demanda à Razorhead « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens fatigué ?» Razorhead répondit « Je te présente mes excuses. J'avais tort, et il n'y a rien qui ne donne envie de t'arrêter. » Il ramassa ses affaires par terre et dit à Caliduste « Je pense que tu es un méchant. » Caliduste répondit qu'il entendait ça souvent. Razorhead s'excusa de nouveau et commença à partir. Après cela, Razorhead pensa en lui-même « Je pense qu'il est fort parce que le pouvoir d'effacement ne l'a pas affecté, mais ça ne le rend pas moins suspect et je devrais le signaler à la police. » Ensuite, on est passé à Kwashi, qui fuyait les méchants. L'homme au couteau qui le poursuivait a dit « Tu ne pourras pas m'échapper cette première fois » et a bondi sur lui, mais Kwashi a esquivé son attaque. Lorsqu'il a recommencé à bouger, l'homme de feu l'attendait et a dit « Je suis par ici ». Mais Caliduste est arrivé derrière l'homme de feu et lui a asséné un coup. Ensuite, il a lancé une pierre sur l'homme au couteau et a demandé à Kwashi où est la fille. Kwashi a répondu « Elle poursuit l'employé de bureau ». Ils se sont dirigés vers elle, mais l'homme au couteau a essayé de les suivre. Cependant, Razorhead est apparu et l'a maîtrisé, lui disant qu'il était lui aussi un vilain. Ensuite, on est passé à Dubstep, qui poursuivait l'employé de bureau. Lorsqu'elle était sur le point de l'attraper, le dragon maléfique est apparu et l'a frappé, la projetant contre l'employé de bureau, ce qui lui a fait lâcher son sac. L'employé de bureau a ressenti une profonde tristesse pour ses figurines, puis il en a ouvert une et s'est injecté son contenu. Après cela, il s'est transformé en géant et a attrapé Dubstep. Ensuite, il a saisi le dragon maléfique et a commencé à les déplacer à travers la ville, ce qui a effrayé beaucoup de gens. Puis Caliduste est apparu et a frappé le géant, mais Caliduste est tombé au sol à cause du morceau du trou qu'il avait fait voler plus tôt. Après cela, le géant est tombé, ce qui a fait glisser Dubstep des mains du géant, et elle a failli toucher le sol.
Mais Quashi s'est précipité vers elle, a grimpé au mur et a pris de la hauteur, la rattrapant en plein vol, ce qui lui a permis d'utiliser son pouvoir spécial de saut. Cependant, Quashi ne pouvait plus utiliser son talent et a failli tomber au sol. Mais le monstre a essayé de l'attraper. Quashi a profité du bras du monstre, ce qui a ralenti sa chute. Il s'est jeté sur un tas d'ordures pour éviter de se baisser. Après cela, le monstre a failli lui marcher dessus, mais Razorhead est soudainement apparu et a effacé les pouvoirs du géant de l'employé de bureau, le ramenant à son état normal, et a dit « Il a effacé ses pouvoirs de géant. Après cela, il a rétréci et nous allons l'attraper. » Ensuite, la police a arrêté les méchants et Kalidsper est rentré chez lui. Mais Razorhead est venu le voir et lui a demandé s'il avait besoin d'aide. Kalidsper a répondu « Je suis un citoyen important et je dois aider les héros. » Razorhead lui a dit que le jeu d'enfant auquel il jouait les exposerait au danger. Kalidsper répondit qu'il faisait des choses que les super-héros ne pouvaient pas faire, et il expliqua à Razorhead que ces méchants capturés pouvaient être neutralisés avant qu'ils ne fassent quelque chose de mal. Razorhead lui dit « Toute agression envers quelqu'un qui n'a pas commis de crime fera de toi le criminel. » Kalidsper dit « Cette logique est bonne. Ne-tu pas vrai qu'un ne peut accuser quelqu'un qu'après que l'acte a été commis ?» Razorhead répondit « Donc, il est plus facile de demander pardon que de demander la permission ?» Kalidsper dit « Tu as bébé faux comme les autres personnages maléfiques. » Kalidsper répondit « Il me l'a déjà dit, puis ils sont malades. » Nous sommes ensuite passés à Bob Step et Quashi, qui demanda à Quashi comment il allait. Il a dit qu'il allait bien mais se sentait un peu fatigué, qu'il ne devrait intervenir que dans ce qu'il connaissait, et que ses combats donnaient l'impression qu'il était une sorte de héros, car il finissait par tomber et pensait qu'il pourrait mourir. Bob Step lui a dit que tout cela était agaçant, et qu'il devrait se tenir à l'écart des petits détails. Elle voulait le remercier, mais après cette contrariété, elle ne l'a pas fait. Après cela, Kalidsper s'est approché et a dit à Quashi « Je vais te dire pourquoi tu es tombé. » Il lui a dit de sauter plus loin que ça et que tout dépendait de l'atterrissage. Il a ajouté « C'est super que tu aies réussi à m'imiter en atterrissant sur les sacs poubelles, mais il y a encore beaucoup à apprendre. » Quashi a dit à Kalidsper « Tu m'as dit que je n'étais pas ton élève. » Kalidsper a répondu « Tu m'as appelé professeur. » Quashi a dit « C'est un lapsus et que dire « professeur » était difficile à prononcer. » Kalidsper a répondu « C'est une autre raison. Ce qu'il dit ou ressent, c'est simplement la vérité. » Il lui a dit « Découvre Océan. » Quashi a demandé « Ce n'est pas un peu un argument de contrôle, ça ?» Après cela, Bob Step s'est déplacé vers un endroit où deux super-héros se battaient l'un contre l'autre, et elle a regardé le combat tout en faisant son rapport à Quashi. Quashi se souvint de son passé. Lorsque Kalidsper lui avait dit qu'il avait quelque chose pour lui qui lui plairait, il lui avait donné cet équipement, en lui expliquant que c'était comme faire du vélo et qu'il y avait aussi un gilet pare-balles à porter sous sa veste, puis qu'il pourrait aller aussi vite qu'il le voulait. Après cela, il s'est dirigé vers les super-héros, mais il a raté son atterrissage, ce qui a fait tomber sur des sacs poubelles. Il se rappela les paroles de Kalidsper qui lui avait dit qu'il devait changer de nom. Quashi leur dit que son nom était le Crowley. Les êtres extraordinaires lui demandèrent « Tu n'es pas le gentil gars sympa ?» Quashi répondit « Non, je suis le Crowley. » Puis Quashi leur demanda d'arrêter de se battre entre eux, mais ils n'apprécièrent pas ce qu'il disait et lui lancèrent un coup de poing. Ensuite, Kalidsper arriva et les attaqua pour les frapper, mais Quashi l'arrêta en disant que ce n'était pas nécessaire. Kalidsper lui répondit que frapper était la solution la plus rapide avec ce genre de personnes et que ça le faisait se sentir mieux. Quashi lui dit « Tu ne peux pas frapper quelqu'un juste à cause de tes sentiments. » Kalidsper demanda « Pourquoi pas ?» Après cela, Bob Step sauta vers eux et demanda aux êtres extraordinaires « Je peux vous parler ?» Cela surprit les êtres extraordinaires et ils dirent qu'ils étaient ces femmes et regardaient tous ces épisodes. Elle répondit « Attendez, laissez-moi vous faire un autographe. » Et en écrivant sa signature, elle dit « Ces gars-là derrière moi ne sont pas mauvais, mais ils sont qu'inspectueux. » Après cela, ils entendirent un cri qui attira leur attention. Ensuite, on passa au monstre de l'autre côté, une bête rocheuse, qui affirmait « Personne ne peut me vaincre. » Il donna un coup de poing dans le bâtiment, le détruisant, et un enfant tomba de sa poussette, manquant de peu de toucher le sol. Mais Quashi réagit rapidement et sauva l'enfant. Ensuite, Kalidsper attaqua le monstre et lui assema un coup de poing, mais la bête riposta et envoya Kalidsper au sol. Le monstre déclara alors « Plus personne ne peut me faire de mal. » Après cela, Quashi et Kalidsper ont foncé sur le monstre et ont uni leurs forces pour le mettre à terre. Bob Step a expliqué que ces héros essaient d'arrêter une drogue très répandue appelée Trigger qui pousse les gens à devenir mauvais et qu'ils se portent volontaires pour cette mission. Une fois le monstre au sol, Kalidsper lui a asséné quelques coups rapides qui l'ont éliminé. Kalidsper lui a dit « Tu t'es trompé de croire que ton armure fabriquée elle va vite valer quelque chose. » Bob Step dit à Kalidsper « Tu exagères toujours. » Après que le monstre soit revenu à son état normal, Kalidsper a essayé de le reconnaître, mais Quashi a dit « Tu l'as frappé fort. » Nous sommes ensuite passés à la mère de l'enfant, qui a remercié Bob Step.
Bob Stipe a répondu « Ce n'est rien » et a plaisanté avec l'enfant. Après cela, ils ont méprisé l'homme malfaisant et Kelbester a demandé à Quashi de prendre une photo de la langue de l'homme. Bob Stipe a fait remarquer que toute personne qui utilise la brogue trigger finit avec la langue noire et il a mis en garde les êtres extraordinaires de ne pas faire ça. Quashi a dit que la police arrivait et Kelbester s'est éclipsé rapidement tandis que Bob Stipe a sauté très haut. Les êtres extraordinaires ont demandé à Quashi « Qui es-tu » Quashi a répondu « Nous sommes les super-héros », puis il est parti lui aussi. Plus tard, la police est arrivée sur le lieu du crime. L'enquêteur a déclaré « Ce criminel a la langue noire, donc je pense qu'il a utilisé la brogue Krieger. Mais pourquoi son visage est-il déformé? Je pense que quelqu'un était avec lui pendant le combat. » L'assistant de l'enquêteur a dit « C'est bien, bien parce que ça facilite notre travail. » L'enquêteur a répondu « Nous avons des lois et personne ne doit enfreindre ces lois. » En lui disant « Je pense qu'il y a des êtres extraordinaires non autorisés impliqués dans cette affaire, mais c'est une erreur dont ils doivent prendre conscience. » Nous passons maintenant à la maison du héros, où Bob Stipe lisait les nouvelles et a mentionné que tout le monde parlait du combat d'aujourd'hui. Quashi a demandé « Qu'est-ce qu'ils ont dit sur nous ?» Elle a répondu « Pas grand-chose, mais il semble que tout le monde t'appelle le gars au coup de poing puissant et le Crowley. » Quashi se rendit à l'université en pensant que même s'il devenait un héros, il devrait quand même payer ses factures. Il devait gagner sa vie et le temps qu'il passait à jongler entre l'école, la maison et le travail lui semblait être la période la plus importante de sa vie. Il s'est faufilé dans une ruelle, a utilisé son halter pour sauter sur le toit, est passé par la fenêtre et a dit qu'il était rentré, ajoutant qu'il vivait généralement seul. Un inconnu assis à sa table, mangeant sa nourriture et buvant son café en cavette, me salua d'un ton décontracté. « Salut, fais comme chez toi », ce qui choqua Quashi. « C'est qui ce type qui boit mes affaires, mange ma nourriture, regarde ma clé ?» L'homme se présenta. C'était Nick Rudister, le mentor de Quashi. « Tu vois ?»« Je me suis pas ratiplouche, dit-il. » Quashi marmonna qui n'était toujours pas convaincu. Il demanda comment Nick Rudister était entré alors que la porte était fermée à clé. « Par la fenêtre, » répondit Nick Rudister. Ils regardèrent dans cette direction. La fenêtre était cassée. Quashi ouvrit la porte, découvrit une fille se précipitant devant lui. Elle commença à se maquiller et lui dit qu'elle s'appelait Pop Stipe. « Salut, Pop, » dit Quashi, ajoutant que son look civil était plutôt banal. Pop Stipe répliqua sèchement, lui disant de ne plus jamais redire ça. Quashi rappela à Nick Rudister que leur patrouille ne commençait pas avant la nuit. Non. Nick Rudister répondit que son boulot de la journée s'était terminé plus tôt, donc il était libre. Pop Stipe dit qu'elle avait un concert et devait se changer, les prévenant de ne pas regarder. Quashi promit qu'il ne le ferait pas et se demanda quand ce rideau avait été installé. Elle jeta le manteau de Nick Rudister sur le côté, affirmant que cet endroit était à elle. Nick Rudister a souligné que l'endroit était partagé. Quashi ajouta « En fait, c'est chez moi, d'accord ?» Attrapant son sac, il annonça qu'il partait à son petit boulot. Nick Rudister lui dit de faire ce qu'il voulait. Pop Stipe lui fit un signe de la main pour lui dire au revoir. Quashi marmonna pour lui-même que c'était son appartement à la base. Au travail, Quashi se demanda « Qu'est-ce que je fais dans un boulot pareil ?» Il rêvassait à des jours meilleurs, pensant que sa vie devrait être différente et qu'il n'avait pas réussi à se faire un seul ami depuis le début de la fac. Pendant ce temps, Pop Stipe se produisait sur scène. La foule l'adorait, alors elle a redoublé d'énergie dans son chant. Un jeune garçon a essayé de se frayer un chemin pour lui serrer la main, mais un homme l'a repoussé violemment, le faisant tomber, et lui a dit de rester dans la file. Un autre homme est intervenu, disant qu'il comprenait, mais que le gamin devait quand même attendre son tour. Un gars à lunettes a ajouté que si le garçon forçait le passage, il ferait pleurer Pop Stipe. Il devait l'encourager depuis sa place. Transforme tes sentiments brûlants en lumière. Laisse exploser ton amour, cria-t-il, projetant un rayon lumineux depuis ses lunettes. Pop Stipe le remercia pour ce super jeu de lumière. Le gamin, furieux, y écreta de menteur, leur dit de la fermer, s'injecta quelque chose, se transforma et se jeta sur Pop Stipe. Quashi venait tout juste de finir le travail et pensait avoir le temps de faire une pause quand Pop Stipe passa en trombe, poursuivi par un monstre. Elle sautait de toit en toit, mais n'arrivait pas à le semer. Puis Rudister arriva et proposa une attaque en tenaille. Pop Stipe continua de courir, criant au monstre de la laisser tranquille parce qu'il était dégoûtant. Quashi réussit à l'attraper. Puis Rudister attaqua de l'autre côté, mais le coup manqua sa cible. La barre qui recouvrait la créature fit perdre sa prise à Quashi et les deux héros pissés s'écrasèrent. Pop Stipe se faufila dans un étroit passage entre deux immeubles. Des monstres la chercha. Quashi l'appela et lui dit qu'il voulait juste une poignée de main, c'était un fan. Pop Stipe réapparut. La créature tendit la main. Le monstre éclata en sanglots, demanda un câlin, s'enroula autour d'elle et essaya même de l'embrasser. Quashi et Nick Rudister leur versèrent de la farine dessus. La farine absorbe l'humidité. Maintenant, le peu de cuisinier se serpent desséché présenta Nick Rudister. Ils attaquèrent, méprisèrent la créature, et elle reprit forme humaine.
Kwashi fit remarquer que les utilisateurs de Trigger se retrouvent nus parce que leurs vêtements se déchirent. C'est pour ça qu'il faut les frapper avant qu'ils ne se transforment, dit NutriDister. Les sirènes de police se rapprochaient. Kwashi déclara qu'ils en avaient fini pour la nuit. Popstep insista pour prendre une douche d'abord. De retour chez Kwashi, Popstep lui demanda d'acheter un shampoing de qualité. Des produits bon marché abîmés. NutriDister annonça à Kwashi qu'il n'y avait plus de bière. Kwashi fit remarquer que c'était NutriDister qui avait tout bu. NutriDister se contenta de lui dire d'en racheter. Popstep dit à NutriDister d'arrêter de se balader à moitié nu. Il répondit qu'il n'était pas allé au-delà de son rideau. Elle lui fit la morale sur les bonnes manières et lui demanda d'aller fumer dehors pour qu'elle ne sente pas la cigarette. « Tu as déjà vu une idole qui pue la clope ?» Il l'ignora, ce qui la rendit encore plus furieuse. Kwashi dit qu'il allait que tendre le linge et monta sur le toit. Ailleurs, les détectives Tsukoshi et Tanima discutaient des récents Kasuda devinants. Chaque personne avait pris une drogue contenant du Trigger idéo. Tanima fit remarquer que Trigger était un amplificateur bactère non approuvé par le gouvernement et qui inondait désormais le marché noir, une drogue de rêve qui donne à n'importe qui la puissance d'un héros, mais l'ordre social compte plus que les rêves. Tsukoshi dit que presque tous les incidents avaient eu lieu dans une zone restreinte près de la gare et dans l'ancien centre-ville à l'est de Mariata. Tanima fit remarquer que cela rendait la recherche de la source plus facile. Tsukoshi ajouta que chaque personne transformée avait dit avoir reçu le Trigger d'un inconnu, peut-être des échantillons gratuits d'un nouveau produit. Tanima se moqua de l'idée de distribuer gratuitement des drogues aussi coûteuses et affirma que comprendre le mobile était essentiel. Il supposa qu'il pouvait s'agir d'une déclaration politique pour embêter les autorités ou d'un investissement en vue d'un objectif plus vaste. Son imagination s'emballait, alors il devait garder les pieds sur terre. De retour chez Kwashi, Kwashi demanda à Popstep si elle avait reçu un message. Elle parla de ces deux types qui étaient aux côtés du garçon transformé, disant qu'ils l'avaient rencontré lors du spectacle. Kwashi demanda si le garçon avait été relâché. Popstep n'en savait rien, mais doutait qu'il ait voulu blesser qui que ce soit. Quelqu'un m'avait probablement piégé pour qu'il prenne la drogue. Elle pensa que les gars supposaient qu'il pouvait révéler qu'il la lui avait fourni. Kwashi dit que le garçon pouvait être une piste sérieuse et suggéra d'appeler leur mentor. Popstep lui dit de se calmer. Si NutriDister revoyait le gamin, il lui collerait un pain. Kwashi posa le téléphone et accepta de laisser le vieux en dehors de ça pour l'instant. Kwashi et Popstep sortirent ensemble. Kwashi marchait vite. Popstep lui demanda de ralentir pour qu'elle puisse suivre. Elle avait l'habitude de sautiller avec ses chaussures. « Très bien, prends mon bras, dit-il. » Ils tombèrent sur un groupe de filles qui reconnurent Popstep. L'une d'elles demanda si elle avait un autre show aujourd'hui, dit que les lunettes lui allaient mieux qu'un cachet, et demanda une photo. Kwashi prit la photo. La fille demanda alors si Kwashi était son petit ami et s'il officialisait leur relation. Popstep répondit que ce n'était pas du tout ça. Non, c'est complètement faux. Faux, ajouta Kwashi. Popstep, agacé, lui demanda pourquoi il avait nié aussi vite. Kwashi se demanda pourquoi elle était contrariée. Elle expliqua à la fille qu'il était juste son manager qui l'aidait. Les filles ont dit au revoir. Kwashi a fait remarquer que Popstep était vraiment populaire. Le gars à lunettes qui émettait des rayons de lumière apparus se présenta comme Samazu, dit qu'il était content de voir Popstep et salua Kwashi. Popstep demanda des nouvelles de son ami, Nanimaru. Samazu expliqua que Nanimaru était rentré chez lui pour récupérer du matériel avec un autre gars et qu'ils étaient en route. Samazu proposa de terminer leur discussion dans un café à proximité. Popstep accepta, mais fit remarquer qu'entrer à dîner comme ça risquait d'être gênant. Soudain, NutriDister fit son apparition et demanda ce qu'il faisait, surprenant Kwashi. Kwashi répondit qu'ils étaient juste en train d'acheter des boissons. NutriDister dit qu'il pouvait s'asseoir là et boire s'il le voulait. Samazu chuchota, génial. Maintenant, toute la source des ennuis est juste ici. Qu'est-ce qu'on fait? Popstep demanda à Kwashi de trouver une excuse. Passons maintenant à la fille qui a pris une photo avec Popstep. Elle s'appelait Ashizuka et elle était ravie de la photo. Son amie lui dit qu'elle ne savait pas que Ashizuka s'intéressait à ce genre de choses et ajouta qu'Ashizuka était un peu bizarre. Mais soudain, l'abeille apparut et vola directement dans l'œil d'Ashizuka. À ce moment-là, Ashizuka annonça à ses amis qu'elle partait à son travail à temps partiel. Son amie, surprise, lui demanda « Tu as travaillé maintenant ?» Et une autre amie demanda « Tu ne viens pas avec nous au karaoké ?» Ashizuka leur répondit « Pas cette fois. Peut-être la prochaine fois », puis elle partit. Après s'être éloignée, Ashizuka se présenta davantage, expliquant qu'elle est UCN et qu'elle travaille à temps partiel comme vilaine. Sa particularité, c'est qu'elle est la reine des abeilles et qu'elle possède un immense système d'abeilles contenant des substances nocives. Son travail consiste à utiliser tout cela pour semer le chaos en ville. Elle a lâché les abeilles sur les habitants de la ville, ce qui a provoqué des blessures et transformé les gens en monstres qui se sont mis à attaquer les autres. Cela a fini par séparer Tao de l'animar. Ensuite, on retrouve l'agent de police qui informe le détective Tsukashi qu'un grand groupe de monstres maléfiques est soudainement apparu en masse dans le quartier commerçant de Mariaka.
le détective Tsukashi annonce qu'il ordonne immédiatement un déploiement d'urgence dans cette zone. Ensuite, on passe à Kotish et Bob Step. Calkster s'est mis à courir en voyant l'abeille dangereuse voler au-dessus de lui. Bob Step leur a parlé d'un message qu'elle a reçu concernant un groupe de méchants qui seraient apparus, au moins une dizaine. Kotish a dit « c'est impossible ». Puis ils ont vu le héros Ergo, qui a été le premier à arriver sur les lieux. Ensuite, tous les héros sont arrivés et ont attaqué les méchants, y compris un héros nommé Mai. Les héros ont vaincu tous les méchants. Bob Step a dit qu'elle pensait que les héros avaient fini de gêner le problème. Kotish a alors demandé « Alors, où est passé le professeur? Et pourquoi était-il si pressé ?» Bob Step a dit qu'elle n'en avait aucune idée. Ensuite, nous sommes passés à Calkster, qui a attrapé une abeille dangereuse, puis un Manimar qui cherchait tard. Calkster est apparu derrière Manimar, l'a attrapé et lui a dit qu'il pensait qu'il y avait une personne suspecte dans les environs qui utilisait des abeilles. Calkster a détruit l'abeille, ce qui a blessé Ashizuka et l'a fait saigner. Ashizuka a dit qu'elle n'aimait pas les gens qui traitent mal les jeunes filles. Tar était à côté d'elle et lui a demandé si elle allait bien. Ashizuka a répondu « Bien sûr, je vais bien » et a dit à Tar qu'il était vraiment adorable. Elle s'est accrochée à lui et lui a demandé de venir avec elle. Tar a dit « Mais mon ami m'attend ». Elle lui a dit « Ne suis-je pas aussi ton ami ?» Elle a alors dit « Allons-y » et lui a montré son téléphone pour qu'il puisse voir la photo avec Bob Step. Revenons maintenant à l'équipe de Kotish. Namima est arrivé et leur a raconté ce qui lui était arrivé, ainsi qu'il avait perdu Tar. Kelbester a donné un coup de poing à l'un des personnages bizarres qui faisait partie d'un groupe de 3 personnes semant des troubles en ville. Après les avoir arrêtés dans leurs actions brutales, Kotish déclara « Leurs mangues ne sont pas noires », signifiant qu'ils n'étaient pas appliqués dans l'incident du déclencheur. Mais Kotish regarda Kelbester et se rappela les paroles de Namima adressées à Kelbester à propos de s'opposer aux utilisateurs d'abeilles. Après cela, Kelbester s'envola, suivi par Kotish et Bob Stick. Ensuite, nous sommes passés au toit de Kotish, où il s'entraîne avec Kelbester. Kotish demanda à Kelbester s'il était impliqué avec l'utilisateur d'abeilles. Kelbester a semé un coup de poing puissant à Kotish, laissant Bob Stick stupéfait. Mais Kotish dit « Je crois qu'en fin de compte, je ne suis pas prêt pour le combat au corps à corps. Peut-être qu'on ne devrait même pas perdre de temps avec cet entraînement », ajouta-t-il. Kelbester répondit « Tu as raison » et lui dit qu'il encaisserait tous les coups. Il retira son équipement de boxe et le lança à Kotish, lui demandant de trouver une autre façon de gérer les choses. Ensuite, il asséna plusieurs coups à Kotish, me mettant à terre. Bob Stipp s'approcha de Kotish pour voir comment il allait et dit à Kelbester d'y aller doucement car Kotish était très faible. Kotish remarqua qu'il s'était rendu compte trop tard que Kelbester se retenait avec lui, disant que s'il avait frappé de toutes ses forces, il serait mort. C'est pareil pour les méchants. Il s'arrête avant de les tuer et semble juste ajouter un peu de puissance en plus. Bob Stipp répondit que la force excessive reste de la force excessive. Ensuite, on passe à Ashizuka, qui était au téléphone avec son chef. Elle lui dit qu'elle avait trop utilisé de triggers et qu'il ne lui en restait qu'une quantité limitée. « Qu'est-ce qu'il y a? On a bien récupéré des données de vie, non ?» demanda-t-elle. Il répondit que c'était une question d'efficacité et que cela affectait fortement l'état mental d'une personne, ce qui avait un impact sur ses capacités physiques et que les particularités n'échappaient pas à la règle. Ashizuka s'arrêta pour acheter une glace et l'enregistra, mais son chef lui rappela qu'une forte volonté était nécessaire pour utiliser une particularité normale. Ashizuka lui demanda « Et les héros alors ?» Il confirma. A confirmé que c'était aussi vrai pour les méchants, il lui a dit que les personnes qui le recherchaient avaient une passion explosive au fond du cœur et étaient toutes prêtes à appuyer sur la gâchette elle-même. Elle trouvait agaçant que ce genre de personne soit si pénible. Ensuite, nous revenons à Ashizuka avec l'un de ses associés, qui lui a dit qu'elle avait bel et bien été choisie pour libérer sa colère. Il a demandé « De quoi tu parles, des filles ?» Elle répondit qu'il semblait préoccupé par autre chose et s'attendait à ce qu'il puisse gérer la situation. Puis, furieux, répliqua sèchement « Ne te moque pas de moi ». Ashizuka lui dit de libérer la colère qu'il avait en lui et de la transformer en puissance. Elle y injecta le trigger, le transforma en monstre. Il lança un coup de poing vers Ashizuka, mais elle l'esquiva et prit de la hauteur, l'incitant à exprimer sa colère depuis là-haut. Ensuite, elle lui dit de se battre contre n'importe qui que lui seul pouvait voir. Puis elle sauta au sol en plaisantant « Je rigole ». La personne, complètement transformée en bête géante, commença à semer le chaos dans la ville. Kotish a couru, et bientôt Bob Stipp le rejoignit, demandant à Kotish s'il pouvait gérer la situation. Puis, le monstre attaqua Kotish en lui lançant un coup de poing. Kotish réussit à esquiver et dit à Bob Stipp de faire sortir les gens de la zone pendant qu'il occupait la créature jusqu'à l'arrivée des autres pros. Bob Stipp s'envola en hauteur, informant les gens de la présence du monstre et qu'ils devaient évacuer, ce qui provoqua la panique alors que tout le monde s'enfuyait. Pendant ce temps, le monstre continuait d'attaquer Kotish, lui portant quelques coups, mais Kotish parvint à s'échapper.
Lorsque la bête tenta de s'en prendre à l'un des habitants de la ville, Cutiche se précipita pour le sauver et lui demanda s'il allait bien, l'exhortant à s'enfuir rapidement. Le monstre s'approcha de Cutiche et faillit l'attraper, mais Calbester intervint juste à temps, assima un coup au monstre qui le repoussa. Cependant, le coup n'y eut aucun effet sur le monstre, qui lança une nouvelle attaque contre eux. Dut réussir à l'esquiver, et Calbester dit à Cutiche de puiser dans sa force intérieure et de la concentrer dans son poids au moment d'attaquer. Cutiche répondit qu'il était dangereux de s'approcher et qu'il devait le contenir à distance. Calbester insista sur le fait que ce n'était pas nécessaire, affirmant que les coups de poing attirent les coups de poing. Le monstre attaqua, assénant plusieurs coups, mais Calbester en esquissa beaucoup et en riposta également avec des frappes. Cependant, le monstre rassembla sa puissance et frappa Calbester, qui esquiva le coup et riposta en même temps avec une frappe puissante, projetant le monstre au sol. Calbester remarqua que les attaques de ce monstre étaient rapides et puissantes, mettant beaucoup de force dans ses coups décisifs. Quand il l'attaquait avec toute cette puissance concentrée, le reste de son corps était faible, donc l'affronter était facile, mais restait tout de même très dangereux. Calbester saignait, affirmant que ce monstre était agressif et massif, ce qui en faisait un ennemi redoutable. En ce qui concerne les méchants, soit ils se battaient avec acharnement, soit ils rentraient chez eux. Ensuite, nous revenons sur le toit de Cutiche, où Calbester s'en prenait avec Cutiche. Calbester expliqua qu'il avait affronté trop de faibles récemment, mais que cela ne le satisfaisait pas. Sa porte était ouverte à tous les vauriens dangereux et imposants comme celui d'avant. Il continua l'entraînement, disant à Cutiche que beaucoup d'hommes comme ça ne se plaignaient pas si on les battait à mort. Cutiche répondit « Je pense que tu se plaindrais ». Cutiche reçut accidentellement un coup de poing de Calbester pendant l'entraînement et Calbester s'excusa. Bob Stick soigna alors Cutiche, qui était heureux de voir Calbester de retour à son meilleur niveau. Bob Stick demanda à Cutiche pourquoi il était content de s'être fait frapper. « Tu es idiot ou quoi ?» On passe à Shizuka, qui était elle aussi au téléphone avec son chef. Elle lui dit qu'elle avait choisi un homme fort cette fois, mais que ces gens étaient encore intervenus, surtout ce vieux. Il est vraiment insupportable. Le chef la rassura en disant que leur présence était bénéfique, car cela leur permettait de recueillir des données de combat sans intervention de la police ou des héros. Il précisa qu'il voulait maintenir cette situation telle qu'elle. Ashizuka fit remarquer qu'ils adorent les attraper. Le chef lui dit de recueillir les données mais de ne pas en faire trop, et que cela prouverait qu'elle était une bonne coordinatrice. Ashizuka demanda « C'est vraiment mon boulot ?» Puis une personne s'approcha d'elle et demanda « Vous êtes Ashizuka ?» Elle répondit « Vous êtes très bien bâti, messieurs. » Il dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi charmante. Elle les frappa et dit « Allons-y. Les présentations, ça suffit. » L'homme répondit « Vous foncez directement. Vous en êtes sûr ?» Elle répondit qu'elle avait hâte de découvrir son côté sauvage. « Monsieur. » Ils marchèrent ensemble, puis on passe à un méchant qui se déplace rapidement dans la ville, poursuivi par le héros Anya. Anya sortit de ce véhicule et se mit à courir après le méchant, essayant de l'attraper. Alors qu'il était sur le point de l'attraper, le méchant esquiva et donna un coup de poing à Aryan, le faisant tomber au sol et s'écraser contre les murs, dommageant son armure. Aryan fut remarqué, heureusement qu'on avait les airbags. On passe à Cutiche, qui s'entraîne le matin. Il mentionna qu'il n'y a personne à cette heure matinale, donc il peut s'entraîner à glisser et à se faufiler comme il veut. Puis il aperçut quelqu'un d'autre en train de faire du jogging et dit qu'il y a une autre personne qui s'entraîne. Il déclara qu'il allait le dépasser, accéléra et doubla l'homme. En regardant ses nains, il dit que le vrai problème, c'est le freinage. Il se demanda s'il pouvait faire quelque chose et suggéra peut-être d'ajouter des pointes à des gants. Quand il dépassa l'homme, celui-ci accéléra et se rapprocha de lui, ce qui surprit Cutiche. Il essaya de s'arrêter mais faillit s'écraser contre les murs, mais l'homme m'aida et le sauva. Après cela, l'homme s'excusa auprès de Cutiche, disant qu'il avait failli le faire percuter le mur. Il lui demanda s'il était un étudiant local. Cutiche répondit, dans une certaine mesure, et l'homme se présenta comme le gars turbo, Angenim, en lui tendant la main pour une poignée de main. Cutiche fut surpris et lui serra la main, disant que c'était incroyable et qu'il l'admirait vraiment. Angenim le remercia et lui dit qu'il glissait bien, puis lui demanda comment fonctionnait son pouvoir. Il demanda si quelque chose sortait de ses pieds ou de ses mains. Cutiche répondit que c'était une sorte de force répulsive. Angenim demanda « Tu ne peux te déplacer que vers l'avant ?» Cutiche répondit « Je peux aller partout » et commença à lui montrer son pouvoir. Angenim dit que c'était vraiment une bonne capacité, mais qu'il n'était pas très doué pour les virages serrés et mentionna que son petit frère ne pouvait pas tourner du tout et s'écrasait contre les arbres. Cutiche admit qu'il se cogne aussi contre des choses quand il va vite, ou plutôt qu'il n'a pas de frein et qu'il s'arrête généralement en utilisant la semelle de sa chaussure. Cependant, s'il y a beaucoup de gueulins, il perd le contrôle. Angenim dit que le problème venait peut-être de la façon dont il utilisait sa capacité. Il demanda « Tu peux aller en arrière, non ?»
Kutish dit, au lieu de voir ça comme un arrêt, ne pourrais-tu pas compenser ton élan en accélérant soudainement dans la direction opposée? Après cela, Kutish l'a fait et a réussi, puis il a été vraiment stupéfait, commençant à le répéter encore et encore. Il a dit, ce problème est réglé. Angenim m'a répondu, tu dois encore t'entraîner, mais c'est un gros avantage pour les déplacements à grande vitesse et les manœuvres serrées. Non. Kutish dit, en y réfléchissant, ma capacité à aller vite ne signifie pas grand-chose pour moi. Angenim lui répondit, non, la vitesse est très importante, puis ajouta, quand les gens ont la malchance de tomber dans une catastrophe ou de subir une attaque de méchants, tu sais ce qu'ils pensent? Kutish répondit, quoi? Un truc du genre sauvez-moi? Angenim répondit, non, c'est plutôt dépêche-toi de me sauver, et il lui expliqua que, dans les situations où la vie est en danger, tout le monde ressent la peur comme un enfant perdu, et il faut courir aussi vite que possible, les attraper et les mettre en sécurité, parce que la vitesse est la chose la plus importante pour un héros, et c'est ce qu'il pense. Il demanda à Kutish, en tant qu'étudiant, que pense-t-il de rejoindre son organisation après l'obtention de son diplôme pour utiliser sa capacité? Kutish répondit qu'il n'a pas de licence. Anjena répliqua, il y a toujours la possibilité d'obtenir une licence en travaillant sur le terrain comme employé de soutien, puisque nous avons certaines capacités que nous devrions utiliser pour le bien de la société. Non. Lui expliqua qu'il était en train de constituer une équipe de héros et qu'ils avaient aussi des compétences spécifiques pour l'emploi. Ensuite, nous faisons face au défi en utilisant notre force collective, et c'est comme ça que nous procédons. Il lui tendit sa carte d'identité en précisant qu'il fait partie de l'équipe éditant. Après cela, il se prépara à courir de nouveau et dit à Kutish de le contacter s'il était intéressé. Il partit, et Kutish regarda la carte d'Anjena en ressentant de la joie. Ensuite, on revient au monstre qu'Anjena poursuivait. Anjena était à sa poursuite, et le monstre lui dit qu'il courait plus vite que la dernière fois, donc il semblait s'être allégé. En poursuivant le monstre, Anjena se rappela ce que ses assistants avaient dit à propos de ce monstre, à savoir qu'il était très dangereux et attaquait tout en courant avec vitesse incroyable. Puis le monstre dit à Anjena qu'il avait enfin trouvé sa façon de se sacrifier pour la vitesse et de risquer sa vie pour la surpasser. Mais Anjena se rapprocha du monstre, prépara un piège pour lui, et se jeta sur un support spongieux. Les spires d'Anjena l'attendaient, et lorsqu'Anjena s'arrêta brusquement, il dit au monstre, « Maintenant, montre-moi comment tu as arrêté. » Le monstre planta son pied dans le sol pour s'arrêter, puis déploya soudainement ses ailes et s'envola dans les airs. Anjena comprit qu'il s'échappait toujours grâce à cette astuce. Ce n'est pas un simple pilote de rue, c'est plutôt une chauve-souris. Il contacta un membre de son équipe qui informa que le méchant avait quitté l'autoroute et se dirigeait vers la vieille ville. Elle lui a dit que la deuxième équipe était prête pour lui. Ensuite, la deuxième équipe se mit en mouvement et commença à poursuivre le monstre. Le monstre dit « Alors comme ça, vous êtes un réseau, hein? Vous n'êtes qu'une bande de minables insignifiants. » Le monstre attaqua alors la deuxième équipe et réussit également à leur échapper. Il a failli être attrapé par l'un des héros de la deuxième équipe, mais le monstre a utilisé ses ailes pour s'envoler. L'un des héros de la deuxième équipe a dit qu'il se dirigeait vers Bestricfour. Anjena a répondu « J'arrive vers vous » et leur a dit de ne pas agir de façon irréfléchie. Il a failli se faire renverser par une voiture, mais il ne lui est rien arrivé et il a continué à poursuivre le monstre. En courant, il a vu Kutish se diriger vers le monstre, et Kutish a fait trébucher le monstre. Ensuite, Kaldaster a porté un coup au monstre, ce qui a conduit à sa défaite. Quand Anjena est arrivé, le monstre était hélicopté, ce qui a surpris. Kaldaster, Kutish et Bob étaient perchés sur un toit près d'Anjena. Kutish lui a dit que l'éclairage était très mauvais et que la présence de nombreux vieux bâtiments rendait la capture des criminels difficile. Kaldaster lui a dit « Une fois que tu arrives à prévoir comment le criminel va s'échapper et à l'arrêter, il faut connaître le terrain. » Kutish s'est révélé à Anjena et a dit qu'ils étaient les gens heureux qui aidaient les défenseurs de la justice. Ils sont partis et l'un des employés d'Anjena a demandé s'il devait poursuivre ces étrangers. Anjena a répondu « Non, laissez-les partir. Nous en avons assez fait pour aujourd'hui. » Ensuite, on revient à Kutish qui est en train de faire de l'exercice. Anjena s'est approché de lui par derrière et l'a remercié pour ce jour-là. Kutish a répondu « Tu m'as fait sursauter. » Anjena lui a demandé « C'est toi ce type ?» Kutish a dit « Non, je ne suis qu'un jogger inconnu. » Anjena a dit « Si tu croises ce type, dis-lui qu'il court bien » et il a aussi demandé s'il était possible de récupérer la carte que tu lui avais donnée, ce qui a agacé Kutish. Anjena a demandé à Kutish s'il se souvenait de la façon dont il avait parlé des compétences adaptées au métier et que s'il trouvait la profession qui lui convenait, il respecterait cela. En tant que professionnel, c'est le meilleur conseil qu'il pouvait lui donner et il trouvait que c'était peut-être impoli de parler de travail avec un autre coureur comme lui. Kutish a sorti la carte et l'a tendue à Anjena en disant « Anjena, tu es vraiment frustrant. » Il s'excusa et proposa qu'ils essaient d'être de bonne humeur, puis ils se remirent à courir ensemble. Kutish avait rendez-vous avec ses nouveaux amis et ils voulaient boire du thé.
Tutushi leur dit que sa maison était toute proche et qu'il pouvait leur servir d'hôte chez lui. Ensuite, ils se rendirent chez lui, mais le bâtiment avait l'air extrêmement effrayant de l'extérieur, ce qui fit peur à ses amis. Tutushi attrapa une de ses amies et lui demanda de venir avec lui, leur rassurant qu'il allait servir du paix et qu'il ne devait pas s'inquiéter. Le lendemain, à l'université, tout le monde commença à parler de Tutushi, affirmant qu'il avait essayé d'enlever la fille dans un bâtiment abandonné. Les gens commencèrent à se mettre en garde les uns les autres et à avoir peur de lui. Plus tard, Tutushi retourna seul chez lui et remarqua à quel point c'était spacieux, disant que c'était la première fois qu'il ressentait cela. Puis Popstep et Caldister réapparurent dans sa vie. Comme d'habitude, ils se disputèrent à propos de la cigarette de Caldister. Popstep dit à Caldister qu'elle l'avait prévenu plusieurs fois de ne pas fumer dans la pièce. Caldister répondit que ce n'était pas grave et lui dit de ne pas s'inquiéter. Popstep répondit que cela lui raccourcissait la vie. Tutushi pensa en lui-même que cette fête ne finissait jamais, mais que ce costume rendait tout supportable. Ensuite, les informations ont parlé d'une femme nommée Yaro qui avait braqué une bijouterie et était recherchée par la police. Les forces surhumaines ont alors commencé à le rechercher. Plus tard, dans une ruelle près de la rue, on a vu Yaro tenant un couteau ensanglanté, faisant face à un autre surhumain. Popstep est ensuite arrivée chez Tutushi et a dit qu'elle devait préparer une playlist pour la fête à venir. Elle est entrée et a demandé à Tutushi « Tu es là ?» Il a répondu « Bien sûr, c'est ma maison. » Elle a ouvert le frigo, a pris une coupe de douceur et lui a demandé ce qu'il faisait. Tutushi a dit qu'il réparait son costume endommagé. Popstep a suggéré qu'il le remplace par un plus résistant, mais il a insisté pour le garder ainsi car le porteur lui donnait du courage. Popstep a demandé si le costume l'excitait et Tutushi a répondu qu'il avait décidé de manger la coupe de douceur. Popstep a répondu qu'elle ne l'avait pas entendu lui dire de ne pas la manger et lui a demandé d'écrire son nom dessus si c'était important. Tutushi a dit que ce n'était pas grave et lui a demandé si elle ne pouvait jamais lâcher prise lors d'une dispute. Popstep lui a dit de ne surtout pas la prêter de cette façon. Tutushi a dit que la prochaine fois qu'il achèterait des douceurs, il en prendrait en plus pour elle. Elle a précisé que ce n'était pas ça le problème et l'a prêté de rabbin parce qu'il réparait son costume au lieu d'en racheter un neuf. Tutushi a répliqué avec colère que son costume n'était pas usé et lui a dit de parler d'autre chose car il ne céderait pas sur ce point. Popstep a dit « Très bien, comme tu veux ». Tutushi lui a alors montré une collection de nombreux costumes, expliquant qu'il n'était pas bon marché, mais qu'il s'agissait de produits exclusifs pour les fans inconditionnels, avec 2 éditions limitées sorties chaque année. Il possédait tous les modèles sauf une version fabriquée il y a 5 ans, pendant l'âge d'argent. Popstep lui a demandé s'il en manquait un, et Tutushi a répondu qu'il l'avait donné à quelqu'un. Je lui a expliqué que même au collège, il était sérieux à l'idée de devenir un héros et qu'il avait passé l'examen de héros surhumain à l'école de Tokyo pour intégrer la filière des héros. Le matin de l'examen, il était très en retard. Alors qu'il approchait du lieu, il a entendu des hommes crier qu'un enfant était en train de se noyer. Tutushi se demanda quoi faire. Il risquait de rater l'examen, mais décida de sauter à l'eau pour sauver l'enfant. Il s'est avéré que l'eau n'était pas profonde et sauver l'enfant a été facile. Après cela, il est remonté et des verres chauds a été soufflé sur lui. Il a demandé si quelqu'un avait vu ses vêtements et une femme les lui a tendus. Il a dit qu'il n'était pas à lui mais à l'enfant et il les a lancés au gamin avant de se précipiter vers l'examen. Il a dit à Popstep qu'il était en retard pour l'examen et s'est souvent demandé s'il aurait continué à vouloir devenir un héros si cela n'était pas arrivé, mais il a laissé son esprit héroïque à côté de son précieux costume. Alors, le garçon, dont je ne connais même pas le nom, lui a dit que cet enfant était devenu un super-héros et a avoué que, lorsqu'il était petit, il avait été sauvé par quelqu'un et voulait vraiment le remercier. Kota a vu ce super-héros aux informations et a dit « C'est bien qu'il soit devenu un super-héros ». Popstep a dit « C'est idiot de ta part. Tu es en train de me dire que tu as passé ta vie à jouer à tes jeux de héros habituels. » Elle lui a dit que ce qu'il avait fait était stupide et elle est partie. Kota a demandé à Popstep « Qu'est-ce qui t'énerve maintenant? Tu ne devrais pas essayer de voir les choses sous un nouvel angle ?» Après cela, Popstep s'est envolé vers sa maison, le traitant d'idiot. En entrant chez elle, elle s'est dit qu'il ne devrait pas se laisser influencer aussi facilement et a ajouté que le garçon dont il parlait, c'était elle, et qu'elle n'était pas un garçon, de toute façon. Elle a sorti la veste de Kota et l'a serrée dans ses bras, mais c'est une fille. Elle s'est souvenue de ce jour où elle avait essayé de traverser la rivière en prenant un raccourci. À cause de la pluie, le sol est pédissant, ce qui l'a fait tomber dans la rivière, mais elle n'a jamais oublié son sauveur depuis ce jour-là et il est resté dans son esprit. Même si elle l'a rencontré tardivement, il l'a aussi sauvé, mais elle n'a jamais prouvé comment le remercier. Elle se souvient du moment où il lui avait dit « Tu ne peux pas te défiler d'un combat, hein ?» Popstep répondit « Ce n'est pas vrai », mit la veste dans son sac, acheta des bonbons et s'envola vers la maison de Kota. Kota ouvrit la porte et demanda « Qu'est-ce qu'il y a? Tu as oublié quelque chose ?» Popstep répondit « Il y a quelque chose que je veux te dire. »
En entrant, elle trouva Caldestro à l'intérieur, ce qui l'agaça. Caldestro mangea les bonbons avec Popstep et Kota demanda « Tu n'as pas apporté de bonbons pour moi ?» Elle répondit « Caldestro a mangé ta part. » Kota demanda « Qu'est-ce que tu voulais me dire? C'est à propos de ce qu'il y a dans le sac ?» Popstep dit avec colère « Ce qu'il y a dans le sac m'appartient à moi seul. N'y touche surtout pas. » Elle partit, laissant Kota perplexe. Caldestro demanda « Qu'est-ce qu'il a ramené ici encore? » Nous sommes passés à la maison de Popstep, où elle dit « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Puis elle regarda le sac et enfila la veste de Kota. Ensuite, nous passons au commissariat où Akira a été relâché après avoir été interrogé au sujet de l'injection de Trigger. L'enquêteur demanda à Akira « Qui t'a donné les triggers ?» Il répondit « Je ne sais pas. Ce sont eux qui nous contactent. » Après cela, Akira se rendit à la planque de Hachizuka. Hachizuka lui dit « J'ai une nouvelle dose. » Puis Akira apparut comme un monstre dans la rue, terrifiant les gens. Kota se dirigea vers l'endroit où se trouvaient Akira et Popstep le rejoignit. Kota demanda « On m'a pas déjà attrapé ce type ?» Je croyais qu'il serait emprisonné à vie avec les autres vilains. Popstep répondit « Apparemment, tu n'es pas officiellement considéré comme un vilain à moins de continuer à commettre des crimes liés aux Alters. Une seule fois, ça ne suffit pas. » Kota dit « Je comprends maintenant. Donc il vaut mieux l'arrêter avant qu'il ne commence une série de crimes. » Il passa à l'attaque et Popstep dit « Il agit toujours comme s'il défendait les criminels. » Kota attaqua le vilain, qui dit « Encore toi, Kota. » Le vilain frappa, mais Kota esquiva et se sentit heureux parce que les VIA l'avaient appelé par son prénom, et non Kickmaker. Popstep dit « Tu ne devrais pas être content qu'un vilain t'appelle par ton prénom. » Le vilain attaqua de nouveau, mais ils esquivèrent ses coups. Kota dit à Popstep « Il se déplace derrière moi. Je vais le guider vers un endroit sûr. » Popstep dit « Caldestro n'est pas là aujourd'hui, se souvenant qu'il leur avait dit qu'il avait d'autres choses à faire. » Ils se demandèrent « Est-ce qu'il fait d'autres choses ?» Le vilain attaqua Kota, portant quelques coups, mais Kota les esquiva tous et dit « La vitesse et la force de ce vilain ont augmenté. » Nous passons à Hachizuka qui dit « Ce que j'ai injecté à Akira, c'était du TRD, un cocktail qui booste la dopamine. Les résultats sont une énorme augmentation de son agressivité psychologique et de son alter en général. Ça n'a pas un si grand effet, n'est-ce pas? J'aimerais pouvoir voir de mes propres yeux à quel point cet homme est résistant. » On revient à Kota qui esquive les attaques du vilain et évite ses coups en disant « Le sol est détruit. » Les attaques du vilain étaient difficiles à esquiver et il a failli réussir à toucher sa cible, mais au dernier moment, le surhumain est intervenu, bloquant le coup du vilain destiné à Kitaichi et repoussant le vilain avec une contre-attaque. Ensuite, le surhumain a lancé un assaut contre le vilain, lui assénant plusieurs coups jusqu'à l'arrivée de la police. Popstep, la police est là. Le vilain s'est enfui immédiatement. Popstep s'est alors approché de Kitaichi et lui a dit qu'il devait s'échapper maintenant. Kitaichi se tourna vers le surhumain et dit « Merci de m'avoir sauvé. » Qui es-tu? Le surhumain répondit qu'il s'appelait Stendhal et qu'il était un intervenant comme Kitaichi, ce qui emplit Kitaichi de joie. Stendhal dit « À bientôt, tu s'en alla. » Plus tard, chez Kitaichi, il exprima son incrédulité face à l'incroyable habileté de Stendhal, décrivant à quel point ses coups d'épée étaient puissants et précis. Il mentionna aussi que Stendhal portait une épée semblable à la sienne. Popstep lui dit « Tu te laisses trop influencer par les autres. » Peu après, Popstep reçut un message de Samazu et de son équipe. Elle le lut à voix haute. Il était question d'un combattant célèbre et exceptionnel qui avait autrefois fréquenté leur école, un homme de véritable caractère qui ne commettait jamais d'erreur. En n'entendant pas les deux, cet homme demanda à les rencontrer au restaurant en face de la gare. Kitaichi dit « Ça me paraît bien. J'aimerais collaborer davantage avec les gens d'ici. » Il ajouta « Je t'ai dit qu'il ressemblait beaucoup à Stendhal. Cet endroit est rempli de personnes avec un fort sens de la justice. J'espère que ces héros de nombre deviendront plus actifs et je ferai aussi ma part. » Calbert dit « Oui, mais ceux qui se battent uniquement selon leur propre sens de la justice sont dangereux. »« C'est logique, » répondit Kitaichi. « Tu as peut-être raison, » dit Popstep à Kitaichi. « Je t'ai dit de ne pas prendre les paroles de cet homme trop au sérieux. » Elle informa alors Calder. « Cet homme veut seulement me voir, moi et Kitaichi. Merci de ne pas t'en mêler. » Plus tard, au restaurant, ils rencontrèrent l'homme. En le voyant, ils furent horrifiés. L'homme demanda « Alors, le vieil homme n'est pas avec vous cette fois ?» Il interrogea ensuite Kitaichi et Popstep. « Qu'est-ce que vous pensez que je suis exactement ?» Kitaichi hésita, se rappelant les actions de l'homme, et dit « Je pense que tu es. » Les ailes s'interrompirent, ne voulant pas le traiter ouvertement de méchant. Popstep dit « Je crois que tu es un homme de calomnie et de meurtre. » Kitaichi acquiesça, bien sûr. Elle a raison. L'homme répondit « Vous parler est une perte de temps », puis il partit. Kitaichi demanda « Qu'est-ce qu'il voulait même discuter avec nous ?» Popstep haussa les épaules, peu importe. Il n'en vaut pas la peine. Pendant ce temps, le monstre continuait de fuir et fut frappé par quelqu'un. Puis Stendhal apparut et lui dit « Ta détermination faiblit à cause de la peur qui est en toi. » Il s'approcha et asséna un coup puissant, sectionnant un des membres du monstre.
Stendhal montra alors quelques images, déclarant « Cet homme sera le prochain ». Asuka l'observait, profondément impressionné. Certains membres de la famille Adugawa Tansho étaient assis ensemble dans un pub, extrêmement en colère parce qu'on leur avait demandé de soumettre leur nom pour être inscrits sur une liste de criminels, simplement parce qu'ils étaient des yakuza respectant le code chevaleresque. Mais Rogia ne se souciait pas d'être considéré comme un criminel, car il pensait que la façon de vivre d'un homme ne change pas à cause de la politique ou du temps. Même si un jour tu dois affronter le héros, tu restes fidèle à tes principes. Quelques mois plus tôt, au siège de la famille Adugawa Tansho, Stendhal les avait attaqués. Il les avait frappés, mais n'avait réussi à toucher personne. Les membres de la famille s'étaient transformés en un pour riposter, mais Stendhal esquivait leurs coups. Puis quelque chose s'est produit qui les a figés sur place. Stendhal a profité de cette occasion pour les abattre avec son épée. Quand le reste de la famille est arrivé, il en a tué un aussi. Il s'est présenté, ce qui les a purifiés. Stendhal est ensuite retourné à sa planque pour se changer et reprendre sa vie normale. Mais Ashizuka l'Y attendait, l'appelant « le juge », bien qu'elle ait mal prononcé le mot. Stendhal la corrigea en donnant son vrai nom, se présentant correctement, un être surnaturel, rouge pour la vie et noir pour la mort, et que le rôle du juge est de tracer une frontière entre les deux. Sans son masque, dit-il, il met carrément d'humeur au service de l'idéal héroïque. Il remit ensuite à Ashizuka des échantillons de sang qu'il avait prélevés sur la famille Abugawa, car ils étaient positifs étant donné que les yakuza profitent toujours des avantages sociaux de leurs employés. Mais le peste médical pouvait être fatal. Tout comme Stendhal avait tué ces criminels, il déclara qu'il tuerait aussi les autres criminels restants, y compris Ashizuka elle-même. Mais Ashizuka avait des personnes prêtes à la protéger, et en même temps, elles étaient en train de détruire la ville. On se retrouve à l'hôpital où Moyo et Suga sont allés rendre visite à Hept, qui était malade. Voyons avait apporté des cadeaux à Hept, mais Hept voulait autre chose. Il voulait juste fumer à la place. Il ne pouvait pas fumer parce qu'on lui avait pris son briquet. Moyo a essayé de l'aider, mais quand il a allumé le feu, l'alarme s'est déclenchée, ce qui a mis les infirmières en colère contre eux pour avoir enfreint l'interdiction de fumer à l'intérieur de l'hôpital. Ils sont donc sortis pour fumer, en discutant du moment où Hept pourrait sortir de l'hôpital. Ce serait bientôt, après avoir vérifié ses résultats d'analyse. Il n'avait pas passé beaucoup de temps à l'hôpital, même si son accident aurait pu lui coûter la vie, mais le fait d'être un lézard facilitait sa guérison. Tout cela était arrivé à cause de Trigger. Quand ils l'ont utilisé, ça l'a empêché de mourir, mais ça a aussi failli le tuer à cause de sa transformation. Même s'il avait 2 ailes, il était difficile pour quiconque de l'attraper, et Moyo disait que Trigger avait rendu sa puissance de feu encore plus forte. Suga écoutait, réfléchissant à ce qu'il disait, et demanda à Hept s'il voulait voler à nouveau, mais Hept refusa puisqu'il avait failli mourir la dernière fois. Il prit cela comme un avertissement. Cela fit aussi réfléchir Suga. Ensuite, il passa à la rencontre entre Ashizuka et Suga. Elle demanda des nouvelles des amis de Suga, mais il n'était pas venu avec lui. Elle devait leur raconter ce qui était arrivé à un groupe de villas récemment. Ils devaient faire attention et unir leurs forces pour ne pas se faire tuer par ce surhumain qui élimine les vilains. Elle jouait la comédie pour s'assurer de ne pas perdre sa collection de vilains. Suga ne semblait pas se soucier de son avertissement et affirma qu'il pouvait affronter ce monstre seul, peut-être même le vaincre. Mais, peu importe à quel point il était motivé, il aurait quand même besoin de l'aide de ses amis. Alors que Suga s'en allait, Stendhal s'est approché et a dit « Fini de jouer », précisant qu'il était venu pour le tuer. Ashizuka a essayé de donner du trigger à Suga, lui disant que s'il se faisait tuer, Moyo et Hept seraient les prochains et qu'il devait les sauver. Mais Suga a écrasé le trigger, affirmant qu'il n'avait pas besoin de cette drogue pour tuer Stendhal, que son arme lui suffisait et qu'il ne jouerait pas selon leurs règles. Ashizuka eut une autre idée pour rendre le combat plus intéressant. Elle libéra un essaim bébé qui injecta du trigger à Suga, le transforma en monstre. Il la regarda, derrière son sourire, se rappelant son passé douloureux, comment tout le monde le jugeait sur son apparence, jamais pour ce qu'il était vraiment. Après cela, Suga se transforma en monstre. Pendant ce temps, alors que Quash se promenait, il entendit les cris de Suga et accourut. Il fut surpris que Suga ait utilisé à nouveau le trigger et reçut l'ordre de ne pas intervenir, car Stendhal allait s'occuper de la situation. Suga attaqua Stendhal, qui encaissa ses coups, puis Stendhal asséna un coup puissant à Suga qui faillit le tuer. Au moment où Stendhal allait lâcher, Quash comprit que Suga risquait de mourir, alors il réagit rapidement, repoussant Stendhal et attrapant Suga pour l'éloigner de la portée de l'épée de Stendhal. Stendhal arrêta Quash en le frappant, le projetant au sol. Stendhal pensait que le monstre ne valait rien et méritait de mourir, mais Quash avait d'autres intentions. Il utilisa son pouvoir pour s'échapper, emportant Suga et essayant de le sauver. Stendhal n'abandonna pas. Il goûta le sang de Quash qui avait coulé lorsqu'il s'était blessé, et à ce moment-là, Quash se retrouva figé, incapable de bouger. C'est le pouvoir de Stendhal. S'il lèche le sang de quelqu'un, il peut le figer.
Stendhal s'approcha d'eux et leur barra la route vers l'armée principale, dégainant son épée. Pour lui, ils étaient tous les deux des criminels et ils comptaient mettre fin à leur vie ensemble pour que personne ne découvre jamais leur existence. Mais alors, Candistier arriva juste à temps pour protéger Quash, puisqu'ils faisaient partie de la même équipe. Stendhal essaya d'éviter d'affronter Candistier et recula, affirmant que leurs objectifs étaient similaires, puisqu'ils traquaient tous les deux des criminels. Mais il y avait une différence évidente. Candistier se battait pour le bien, tandis que Stendhal était un tueur fou. La force de Candistier effraya aussi Stendhal, car ses coups de poing étaient d'une puissance de fer. Candistier donna à Stendhal une chance de s'enfuir. Il sortit un film de ses vêtements et lui dit que s'il acceptait et partait, ce serait mieux pour lui, mais que s'il essayait de franchir le fil, il serait en grand danger. Stendhal réfléchit longuement avant d'agir, conscient de la force de Candistier, mais il recula non pas pour fuir, mais pour prendre de l'élan et tenter de porter un coup. Candistier tendit un piège et ce fut lui qui franchit le fil, ce qui lui permit d'asséner un coup à Stendhal, en voyant ce dernier s'écraser au sol. Quash fut stupéfait par la force de Candistier. Candistier attrapa le masque de Stendhal, pensant que ceux qui portent des masques ont l'impression de ne plus être eux-mêmes, se croyant des héros invincibles. Ce genre de personne a un gros problème, car elle ignore les règles de la société et sa propre sécurité lorsqu'elle attaque, mais se retrouve démasquée dès que quelqu'un riposte. Finalement, Candistier déclara « Je ne suis que chair et sang. Celui qui l'oublie n'aura pas beaucoup de détermination au final. » Au moment où Candistier s'apprêtait à partir, Stendhal reprit connaissance, l'attaqua de nouveau et parvint à le blesser avec quelques coups. Candistier, furieux, commença à riposter, mais Stendhal recula, lécha le sang de Candistier sur sa blessure, puis se figea, ayant atteint son objectif, avant de s'enfuir en saignant. Bobstep arriva pendant que Candistier soignait les blessures de Quash. Quash souffrait énormément. Candistier demanda à Bobstep d'aller voir comment allait Suga. Elle ouvrit sa trousse de secours et soigna Suga. Bouleversé, Quash essaya de réconforter Suga pour qu'il ne se sente pas seul ou que tout le monde ait peur de lui, et il était heureux qu'ils aient survécu au combat contre Stendhal. Suga fut surpris de voir que Quash pouvait sourire à 1 kilomètre après l'avoir failli mourir et pensa qu'il était fou, mais Bobstep dit à Suga qu'il était juste un idiot, pas fou. Nous passons ensuite à Stendhal, qui est en colère, réalisant qu'il lui manque encore beaucoup pour battre Candistier. Plus que tout, il lui manquait de la détermination. Ashizuka était avec lui, pensant que vivre et travailler dur ne sont vraiment agréables que si l'on a de la détermination. Stendhal se mit en colère, lança un couteau sur Ashizuka, la projetant au sol. Puis il utilisa le couteau pour se brûler le visage, créant un nouveau masque avec son propre visage et jura qu'il n'en porterait jamais un autre. Cela l'aiderait à voir le monde à découvert avec ses propres yeux. Ashizuka reprit connaissance, retira le couteau de son œil et se réjouit de ce qui s'était passé car elle trouvait ça amusant. Stendhal continua d'avancer, saignant toujours abondamment, prêt à affronter le monde. Passons à Quashi, lorsqu'il étudiait à l'université et qu'il était épuisé et endormi à cause de la lourde charge de travail qu'il subissait jour et nuit. Lorsque le professeur eut terminé, Quashi se réveilla et se rendit à la cafétéria de l'université pour prendre son repas. Pendant qu'il mangeait, il étudia en même temps un livre sur les héros. C'est alors qu'une fille nommée Makoto s'approcha de lui, curieuse de savoir quel livre Quashi était en train de lire. Quashi lui expliqua que ce livre portait sur la science des héros, ce qui la surprit car ce livre avait été écrit par l'un de leurs professeurs d'université privée et c'était aussi un ouvrage difficile à lire. Elle lui suggéra de recopier les notes d'un des étudiants de son club pour se faciliter la tâche. Cependant, Quashi n'était membre d'aucun club. Elle comprit alors qu'il étudiait seul, ce qui le mit mal à l'aise. Ils sont alors parvenus à un accord, elle assisterait au séminaire du professeur Arano, et en échange, il l'appellerait le Prince Crowley. Narlataiste voulait un gars qui s'y connaissait dans cet endroit et il était évident qu'il pourrait en tirer profit. L'accord était qu'elle l'aiderait à étudier et qu'il l'aiderait dans son affaire. Ensuite, nous sommes passés à la maison de Quashi. Pendant que Bobstep était là, elle a entendu Makoto et Quashi plaisanter ensemble. Ensuite, elle a rassemblé ses affaires et a essayé de partir, mais s'est cachée d'eux. Puis Quashi est entré chez lui et a demandé à Makoto d'attendre au dehors pendant qu'il rangeait sa chambre. Ils ont trouvé la maison de Quashi complètement en désordre. Il a commencé à amasser des affaires par paire et sa veste de super-héros avait aussi disparu pour qu'on ne le reconnaisse pas comme super-héros. Il a tout jeté derrière le rideau, ce qui a fait tomber celui-ci sur la tête de Bobstep. Puis Makoto est entré et a commencé à préparer et organiser les supports de révision pour lui pendant que Quashi préparait des boissons pour eux. Elle a rédigé des notes de cours et des questions d'anciens examens et lui a demandé d'assister aux cours notés, ce qui a rassuré Quashi. Après lui avoir présenté la boisson, elle a prévu de réviser avec lui la partie requise pour le prochain test, à savoir le chapitre 3 du livre Le Monde des Héros. Elle a alors ouvert le livre et a commencé à chercher le chapitre 3. Elle lui a expliqué le terme de volontaire, qui désigne un système de maintien de la paix civile qui émerge spontanément lors de troubles sociaux.
Ces groupes sont temporaires jusqu'à ce que la société se stabilise, puis les membres sont intégrés dans des systèmes officiels ou dissous. Elle lui a ensuite demandé s'il se souvenait de ce qu'il avait appris en cours d'histoire moderne sur la naissance des super-héros, ce qui était familier à Kwashi. Makoto a commencé à lui réexpliquer que lorsque l'humanité a acquis des pouvoirs pour la première fois, cela a provoqué des bouleversements sociaux. Une réponse était nécessaire, et certains citoyens se sont portés volontaires et ont utilisé leur pouvoir pour rétablir l'ordre public. Par la suite, des lois ont été promulguées pour encadrer l'utilisation des pouvoirs et les volontaires ont obtenu une base légale officielle pour leurs actions, devenant ainsi des héros. Cela a permis à Kwashi de se rappeler tout cela, mais ce n'était que la version officielle de l'histoire. C'est alors qu'est venu le moment d'un petit quiz et Makoto a demandé à Kwashi où avait été établi le premier centre officiel de délivrance de licences de héros dans le monde. Il s'agissait d'un lieu aux États-Unis, dans l'État de Rhode Island, où 189 volontaires étaient soumis à ce qu'on appelait la nouvelle loi de l'État de Rhode Island. Elle a reposé la question, selon lui, combien de ces citoyens ont été approuvés pour devenir des héros officiels? Kwashi ne pensait pas qu'ils étaient tous devenus des super-héros et croyait que certains n'étaient pas du genre héroïque, imaginant qu'ils étaient parmi eux. Il a répondu qu'environ la moitié avait été approuvée, mais ce n'était pas la bonne réponse. La bonne réponse était que seulement 7 sur 189 ont été approuvés, et les autres ont été classés comme des criminels parce qu'ils utilisaient leur pouvoir illégalement. L'opinion dominante à l'époque était que les volontaires déterminés avaient gagné le soutien du public et étaient devenus les premiers héros, mais ce n'était pas rien. Elle a également expliqué que le véritable objectif du système de licence n'était pas de promouvoir les criminels, mais de définir ce qui rend une personne criminelle. Elle a commencé à lui parler de certains incidents rapportés dans les journaux qui disaient les gens héros et en criminels. Elle a continué à expliquer et Kwashi était stupéfait par ce qu'il entendait. Finalement, elle lui a dit que les volontaires, ou le système de justice privée, étaient ceux qui avaient instauré la justice privée pour les héros. De son côté, Bob Step était extrêmement en colère que Makoto soit seul avec Kwashi. Puis Makoto a donné le livre, puis est allé voir Kwashi et lui a dit que c'était tout, ce qui a suscité chez lui un sentiment de gratitude envers elle. Mais avant que cela ne se termine, elle lui a posé une question sur son avis concernant le facteur décisif qui sépare les héros des vilains. Cependant, il ne savait pas et s'est mis à se demander s'ils suivaient l'esprit de la loi ou l'esprit de leur propre justice. Ensuite, Makoto ne lui a pas répondu à cette question et lui a dit que c'était un secret, car c'était le sujet de son étude indépendante et qu'elle ne pouvait pas lui en parler. Mais si jamais il l'aidait dans ce qu'elle voulait, elle lui révélerait alors, et elle lui a demandé s'il était prêt à l'aider. Kwashi était prêt pour ça, mais il lui a demandé ce qu'elle avait en tête. Elle lui a alors expliqué qu'elle allait mener une étude de terrain sur les héros bénévoles à Mariata et qu'en étudiant ce sujet, il serait peut-être possible d'obtenir une nouvelle perspective sur l'origine du système des héros, ce qui a beaucoup tendu Kwashi. Je lui ai alors dit qu'il avait déjà entendu parler de leurs activités et qu'il faisait beaucoup d'efforts pour garder les rissures, mais il a essayé de lui faire peur pour qu'elle ne s'approche pas d'eux. Cependant, elle comptait sur lui comme garde du corps personnel, ce qui a surpris Kwashi. Puis Makoto est parti, lui a dit au revoir et lui a donné rendez-vous samedi à 10h. Du matin, Kwashi se dit alors qu'il se trouvait désormais dans une position difficile et qu'il devait trouver un moyen de la tromper. C'est alors que Bob Step lui apparut, ce qui l'effraya en raison de sa présence et le surprit. Ensuite, nous passons à la maison de Makoto. Elle commença à saisir toutes les données dans l'ordinateur jusqu'à ce que son frère, l'inspecteur Naoma, vienne la voir et qu'elle lui en parle. Il s'assit alors à côté d'elle et demanda s'il était responsable des crimes liés aux avantages professionnels. Je lui demanda également s'il avait des informations à lui transmettre concernant mes héros et les méchants. Mais Naoma refusa de donner à Makoto la moindre information sur les enquêtes. Cependant, Makoto lui proposa cela en échange d'une interview avec l'un des super-héros célèbres. Mais Naoma refusa de nouveau et lui conseilla de ne pas s'approcher des méchants par curiosité, car leur existence est intrinsèquement liée au crime. Mais Makoto pensait, d'un point de vue politique, que c'est le crime qui est condamné et non le criminel, et que les héros et les méchants sont les deux faces d'une même pièce, que parfois la frontière entre le légal et l'illégal est mince, et qu'elle soutient cette position. Mais Naoma n'était pas d'accord avec ses propos car elle parlait franchement. Néanmoins, peu importe ce que dit leur logique, beaucoup de gens affirment qu'il n'y a pas de problème tant qu'ils ne franchissent pas la limite. Puis ils commencent à trébucher directement à ce point, qu'ils soient victimes ou auteurs. Makoto le remercia pour le conseil et lui dit qu'il lui avait demandé de ne pas échouer, mais ce n'était pas l'intention de Naoma. Il voulait dire qu'elle ne devait pas s'approcher du danger. Ensuite, nous sommes allés chez Kwashi. Bob Step ressentait une grande colère envers la fille parce qu'elle était venue à la maison et se considérait comme une des anges de la maison et qu'elle ne comprenait pas le concept d'espace personnel et qu'elle n'aurait pas dû se cacher d'elle. Le lendemain, l'entraînement a alors commencé entre Kwashi et Kaldor. Kwashi a commencé à tourner autour de Kaldor, ce qui a suscité l'admiration de Kaldor pour ses mouvements et il lui a dit qu'il s'était beaucoup amélioré par rapport à avant.
Mais l'avis de Bobstep était que Quash était très étrange et agaçant, mais Kaldor lui a répondu en lui disant que s'il causait un problème à son adversaire, c'était une technique efficace. Cependant, Quash a remarqué que Bobstep était de mauvaise humeur ces derniers jours. Puis Quash a parlé à Kaldor des recherches de Makoto et lui a dit qu'il devait l'aider. Mais pour Kaldor, ce comportement n'était pas bon et il était possible qu'il soit découvert, ce qui attirerait de nombreux policiers et criminels à leur trousse. Mais Kaldor a envisagé de faire taire Makoto, mais à sa manière. Quash lui a dit qu'il s'occuperait d'elle sans violence et craignait pour elle à cause de la colère de Kaldor. Kaldor accepta alors et lui demanda de ne pas mélanger affaires personnelles et professionnelles, et Bobstep approuva cette décision. Ensuite, Kaldor fit ses adieux et partit. Nous nous sommes alors déplacés à West Naruhata où Quash attendait Makoto. Puis Makoto arriva et Quash fut émerveillé par sa beauté, ce qui le poussa à lui demander s'il y avait quelque chose d'étrange avec ses vêtements. Mais Quash la trouvait vraiment merveilleuse et le lui dit, mais Bobstep l'observait de l'autre côté. Makoto expliqua alors à Quash qu'elle connaissait certains endroits où ils étaient déjà apparus et qu'elle voulait aller recueillir des informations dans ces lieux. Ils se mirent donc à marcher ensemble. On demanda à Quash s'il les avait rencontrés et qu'ils auraient de la chance, et Makoto pensait que leur rencontre serait parfaite pour eux, mais elle veut savoir comment le public les perçoit. Et elle avait déjà parlé avec Quash de ce facteur qui sépare les héros des méchants lorsque le système des super-héros a été lancé. Ensuite, Quash voulut savoir ce qu'elle lui avait promis et qu'elle allait lui en parler. Makoto lui expliqua que ce n'est pas Mivalois ni Neptique, mais plutôt des soutiens populaires. Puis elle lui dit que les pouvoirs différaient leurs maintenant. Par conséquent, il y a des limites à l'efficacité d'un ensemble de règles uniformes pour les restreindre. Pour cette raison, il doit faire confiance à l'utilisateur pour distinguer le bien du mal. Le système de placement des héros est un concours de popularité entre les héros. Elle a expliqué cela à l'époque où la législation n'était pas encore en place. Mais Makoto veut maintenant savoir comment l'équipe de Naruhata, que les habitants appellent aussi les héros primitifs, sera accueillie. Naturellement, ils jouent un rôle dans les fondements de la société des super-pouvoirs et du système moderne des héros. Quashi s'est alors senti excité lui aussi, car il veut connaître l'opinion des gens sur son métier. Makoto leur a alors demandé de commencer à parler aux gens dans la rue et lui a demandé de filmer ses interviews. La première interview a commencé avec Namimar et son ami Samazo. Samazo a commencé à parler des héros sans licence et a dit qu'il savait que Quashi en faisait partie. Ils ont failli révéler le secret de Quashi, mais il a essayé de les faire taire avec un badge et a commencé à parler de Bobstep, qui était une chanteuse en ligne et qui patrouille maintenant dans les rues. Ils ne veulent pas qu'il lui arrive du mal car ils l'admirent beaucoup. Ensuite, ils lui ont parlé de Catster, qui est un homme très dangereux. Tout le monde a commencé à donner son avis sur l'homme gâteau, que Quashi a décrit comme un homme sérieux. D'autres ont dit qu'il fait cela pour se rapprocher des gens afin qu'ils ne le jugent pas négativement. Parmi ces personnes, il y avait Shizuka qui a exprimé son admiration pour la force de Catster, et les autres se sont également opposés au fait que Catster se batte avec des armes tranchantes. Ensuite, Makoto a commencé à recueillir des données, et la majorité concernait Bobstep parce qu'elle est mignonne, chante bien, et que Catster est mauvais et dangereux, tandis que l'homme gâteau Quashi fait peur mais Titi est gentil. Cela semblait être leur bref résumé, ce qui a fait rire Samazo et Namimar. Soudain, un voleur est arrivé, a volé l'ordinateur de Makoto et s'est enfui rapidement. En courant, il jouait avec un ballon et était très habile, esquivant les gens avec le ballon. Il se fait appeler Yotsura et sa spécialité est le football. Alors Samazo et Namimar se sont lancés à sa poursuite. Putish a donné la caméra à Makoto et est parti devant pour disparaître, changeant de vêtements afin d'attraper le voleur. Les Bobstep est venu voir Putish et lui a dit « C'est une bonne chose pour nous, tant que Makoto reste à la maison et se tient éloigné de toutes les données les concernant. » Cependant, Kutish n'était pas d'accord et a dit qu'il fallait arrêter l'ordinateur, alors il est parti attraper le voleur. Quand il a essayé de l'arrêter, le voleur a esquivé Kutish et l'a mis à terre d'un coup de ballon. Puis Samazo a frappé le voleur, le faisant tomber. L'ordinateur a failli tomber par terre, mais Kutish l'a sauvé. Ensuite, Samazo et Namimar se sont regroupés et ont asséné plusieurs coups au voleur. Cependant, Kutish n'a pas apprécié ce comportement car il n'aime pas la violence. Puis Makoto est arrivé et a retrouvé Kutish devant elle alors qu'il lui tendait l'ordinateur. Je lui ai dit qu'il était tombé alors qu'il essayait de le récupérer. Makoto a demandé si c'était Kutish qui avait récupéré l'ordinateur, mais Kutish lui a expliqué que c'était l'un des bénévoles sur lesquels Makoto avait recueilli des données qu'il avait fait. Il lui a dit qu'il était génial. Après cela, ils ont dit au revoir à Samazo et Namimar. Makoto a également remercié Kutish et lui a dit qu'elle aurait obtenu quelques données aujourd'hui. Ils étaient surveillés par Bobstep et elle s'est sentie très en colère. Ensuite, Makoto a posé une question à Kutish en croisant les bras, comme si elle était douée pour détecter les mensonges, et lui a demandé s'il était l'homme au gâteau ou non. Kutish a alors nié être cette personne. Puis, on passe à la maison de Makoto, et Noma a demandé si Makoto avait un problème.
Elle lui a dit qu'elle avait du mal à rassembler certaines choses à partir des données qu'elle avait collectées. Loma pensait que ces informations étaient suffisantes. Puis Makoto a découvert qu'il avait raison, mais qu'il manquait quelques détails. Sret pensait avoir obtenu de superbes matériaux, mais elle avait perdu la main. Ensuite, nous sommes passés à la maison de Cutiche et Bob Step a lu à propos des défauts de Cutiche. Mais Cutiche n'est pas resté silencieux et a aussi lu à propos des défauts de Bob Step, ce qui a mis en colère. Ils ont alors commencé à se battre. Cutiche s'est mis à poursuivre l'un des voleurs et a essayé de l'empêcher de s'échapper. Puis Bob Step est venu le voir et l'a exhorté à laisser ce travail dangereux à la police. Cependant, Cutiche a refusé et lui a dit qu'il essaierait d'arrêter le voleur jusqu'à l'arrivée de la police. Mais pendant que Cutiche était occupé avec Bob Step, il a été frappé par le voleur, ce qui l'a poussé sur le côté, il l'a failli se faire renverser par une voiture. Soudain, un super-héros est apparu et l'a sauvé. Après cela, le super-héros a attrapé le voleur. Ensuite, Bob Step s'est approché pour prendre des nouvelles de Cutiche, qui allait bien. Le super-héros s'est alors présenté et a exprimé son admiration pour Cutiche, mais lui a demandé de ne pas s'impliquer dans ce genre de travail dangereux et de le laisser aux professionnels. Cutiche a remercié le super-héros de l'avoir sauvé et lui a demandé qui il était, ce qui a mis le super-héros en colère car il ne connaissait pas Cutiche. Dans sa colère, il a jeté le voleur au loin. Puis il s'est présenté comme le héros numéro 1 en Amérique, nommé Celebrity. Il a accidentellement laissé tomber son autographe sur les vêtements de Cutiche pour que son nom ne soit pas associé à l'incident, ce qui a énervé Cutiche car la veste avait beaucoup de valeur à ses yeux. Celebrity lui a dit que sa signature valait bien plus que cette veste. Cependant, Cutiche pensait que c'est le propriétaire qui décide de la valeur d'un objet, ce qui a beaucoup fait rire Celebrity, qui a alors commencé à intimider Cutiche en lui disant qu'un homme ne se distingue que par ses gros muscles. Il a ensuite attrapé de nouveau le voleur et a conseillé à Cutiche de ne plus jamais jouer les héros, puis il est parti. Ensuite, nous sommes passés à la maison de Cutiche où Caldiste et Bob Step regardaient la télévision et se tenaient au courant des dernières nouvelles concernant Celebrity. Il a été annoncé qu'il est le héros numéro 1 des États-Unis, voyageant d'un bout à l'autre du pays et protégeant aussi bien ceux qui sont sur Terre que dans les airs. Ensuite, il est parti au Japon en annonçant qu'il allait commencer à travailler à Tokyo. Bob Step a dit à Caldiste que ce com était celui qui avait sauvé Cutiche. Ils ont continué à regarder et Caldiste a été impressionné par le sauvetage en solo d'un navire par Celebrity, réalisant qu'il avait de nombreux exploits à son actif, mais qu'il rencontrait aussi beaucoup de problèmes. Bien qu'il ait appelé Captain Celebrity, il a traversé de nombreux procès et scandales, affirmant qu'il était venu travailler au Japon car il ne pouvait plus exercer dans son pays d'origine. Cutiche avait de la peine pour lui, et Bob Step était surpris que Cutiche parle avec mépris de quelqu'un. Cependant, Cutiche n'aimait pas Celebrity ni ceux qui lui ressemblaient. Bob Step pensait que chacun est libre d'être qui il veut. Elle demanda alors à Cutiche ce qu'il faisait, et il répondit qu'il nettoyait des taches sur sa veste parce que quelqu'un l'avait griffé. Ensuite, nous sommes passés à la rue où un monstre géant est de nouveau apparu dans l'une des rues et a commencé à errer entre les immeubles, provoquant la panique et la fuite des passants. Ashizuka se trouvait dans un des magasins et était impressionné par le spectacle offert par ce monstre, pensant que plus le monstre est grand, plus vite les super-héros arrivent. Il était facile de deviner qui était cet être inutile, ce qui était étonnamment surprenant. Elle partit alors et souhaita bonne chance au monstre. Bob Step fit alors son apparition, commençant à avertir les gens pendant que le monstre se mettait à détruire les immeubles. Cutiche dirigea les gens vers un endroit sûr et aperçut une fille qui criait parce que son frère était resté à la maison. C'est alors que Celebrity apparut devant Cutiche et demanda ce qui se passait. Cutiche était tout excité de le voir là et lui dit qu'il arrivait au bon moment, puis il se précipita pour sauver l'enfant resté à la maison. Cependant, Celebrity demanda à Cutiche d'attendre un peu, le temps que la presse soit prête et que son équipe soit en place. Cutiche sentait que ce n'était pas le moment pour ça, mais Celebrity affirma que la police n'avait pas encore lancé de demande, donc il n'était pas obligé de se précipiter. Cutiche, cependant, ne prêta aucune attention à ses paroles et partit. Celebrity reçut alors un appel de ses assistants qui l'informèrent qu'ils avaient également eu des nouvelles de la presse et mentionnèrent qu'il y avait quelques individus dotés de super pouvoirs avec qui ils pourraient faire équipe. Ils établirent des priorités pour savoir qui secourir en premier en se basant sur le jugement de son équipe. Celebrity se prépara puis lança une attaque contre le monstre. Son assistant mit de la musique pour le motiver pendant que Celebrity saurait des gens. Il frappa ensuite le monstre, encouragé par ses assistants, jusqu'à ce qu'il parvienne à le vaincre. De l'autre côté, Cutiche cherchait l'enfant disparu et faillit être blessé par des débris tombant des immeubles. Puis Cutiche entendit un chien aboyer, ce qui le fit s'arrêter. Il regarda dehors en pensant que celui qui criait était un enfant, mais c'était en réalité un chien, ce qui surprit Cutiche. Cependant, il s'approcha du chien et se dit que la vie est précieuse, qu'il s'agisse d'un chien ou d'un humain, puis il le prit dans ses bras pour quitter cet endroit. Pendant ce temps, Celebrity attaqua le monstre, le vainquit,
et faillit laisser le monstre tomber sur Cutiche, mais il réussit à sauver Cutiche et le chien, atterrissant devant un journaliste. Il signa à nouveau la veste de Cutiche qui posa devant les caméras pour gagner encore plus de notoriété. L'équipe de Celebrity commença à distribuer des communiqués de presse aux gens, et Bob Stepp était stupéfait que Celebrity ait réussi à sauver autant de personnes à vue seule, Cutiche étant l'une d'entre elles. Cependant, Bob Stepp était intrigué par le fait que Cutiche n'ait pas du tout été blessé et qu'il ait tout réussi. La fillette appela alors son chien et remercia Cutiche, ce qui le rendit heureux. Cependant, Celebrity s'approcha de Cutiche et lui dit qu'il ne s'occupait pas des animaux de compagnie, affirmant que le mérite de sauver le chien lui revenait entièrement et que ce n'était pas la faute de Celebrity. Il se demanda à Cutiche d'arrêter de courir partout dans ce costume, car si sa veste apparaissait à la télévision, cela gâcherait toute la scène, étant donné que cet aspect de son travail faisait partie de son image. Il fit ses adieux aux gens et partit, mais l'antipathie de Cutiche envers Celebrity ne fit qu'augmenter. Ensuite, nous sommes passés au bâtiment hors ligne où se trouvait le monstre, qui était sur le point de s'effondrer et présentait de nombreuses fissures. Cutiche se dirigeait vers le bâtiment et y étant prêt. Il a trouvé un samouraï et une fille, mais il avait du mal à porter les deux en même temps. Puis la main de Celebrity est revenue et lui a dit qu'ils allaient collaborer aussi sur ce point. Cutiche a soulevé le samouraï tandis que Celebrity portait la fille. Cutiche pensait qu'ils devraient échanger les rôles, mais Celebrity préfère ne porter que les femmes, ce qui a frustré Cutiche car il n'avait aucune envie d'écouter ces détails ennuyeux. Puis l'une des grosses pierres est tombée et a failli toucher Cutiche, mais Celebrity les a sauvés et a demandé aux journalistes de le prendre en photo, ce qui a de nouveau déplu à Cutiche. Ensuite, Bob Stepp s'est approché de Cutiche et leur a dit que Celebrity aurait le prochain point à l'ordre du jour, à savoir la démolition du bâtiment dangereux. Le type a encouragé Celebrity avec ferveur jusqu'à ce qu'il attaque le bâtiment et le détruise. Alors que Cutiche et Bob Stepp observaient la scène, Cutiche a été surpris de voir des Bum Girls apparaître pour lui. Les Bob Stepp pensaient que les choses se passaient comme ça en Amérique et que la moitié des héros au Japon n'étaient pas non plus des acteurs. Elle se demandait pourquoi il n'était autant en valeur l'apparence des héros et s'est dit qu'elle pourrait s'en inspirer pour sa propre édition. Lorsqu'il eut terminé et reçut beaucoup d'encouragement, Cutiche trouva tout cela très ennuyeux, superficiel et déplacé, au point qu'il en était profondément envieux. Puis Cutiche entendit une voix familière, celle de Makoto. Elle faisait partie des filles qui encourageaient Celebrity. Cutiche ressentit alors de la haine envers Makoto parce qu'elle encourageait Celebrity. Bob Stepp affronta de nouveau Cutiche à propos de ce qu'il avait dit sur elle. Makoto aperçut Cutiche et Bob Stepp et tenta de les rattraper pour leur parler, mais ils s'enfuirent jusqu'à ce que Celebrity s'approche de Makoto en l'appelant « chef ». Cependant, il lui demanda de l'appeler par son vrai nom et la félicita d'être une bonne chef, tandis qu'elle essayait de rester humble. Il l'en empêcha, lui disant qu'elle lui était d'une grande aide et lui demanda qu'il discute plus intimement de l'avenir de l'agence, sous-entendant qu'il voulait mieux la connaître et qu'elle voulait aussi mieux le connaître. Makoto accepta et montra son téléphone pour réserver un restaurant à cet effet, mais il proposa de réserver un restaurant à l'étage supérieur avec vue, ce que Makoto n'a pas refusé. Pendant que Cutiche et Bob Stepp les observaient de loin, Cutiche fut furieux de voir Celebrity toucher l'épaule de Makoto. Puis Calvister s'approcha d'eux et révéla que Celebrity était un coureur de jupons, affirmant qu'il était retombé dans ses vieilles habitudes, en précisant que toutes ses plaintes en justice avaient été déposées par des femmes, la plus importante étant une demande de compensation de la part de sa femme dont il était séparé. Il n'avait pas retenu la leçon, même après avoir été dépouillé de tout ce qu'il possédait. Calvister pensait que sa femme ne pouvait pas le surveiller, alors il était revenu à ses anciennes habitudes. Le lendemain, Makoto attendait Celebrity et était observé par Cutiche et Bob Stepp. Bob Stepp voulait sauver Makoto avant qu'elle ne devienne la petite amie de Celebrity. Celebrity apparut alors et demanda à Cutiche pourquoi il surveillait une fille de son agence, attirant l'attention de Makoto qui salua Cutiche. Cela poussa Cutiche à s'approcher d'elle et à lui demander ce qu'elle faisait là. Celebrity s'approcha alors et Makoto présenta Celebrity à Cutiche en disant que Cutiche était son camarade de classe plus jeune à la fac. Celebrity fut surpris d'apprendre que Cutiche était étudiant à l'université, mais Cutiche lui répondit qu'il était simplement un étudiant ordinaire. Celebrity déclara alors que Makoto était en rendez-vous avec lui, mais Makoto nia, affirmant qu'il s'agissait d'une réunion de travail. Celebrity la souleva alors et s'envola avec elle, ce qui mit Cutiche en colère. Nous sommes ensuite passés à Makoto, qui informa Celebrity d'un incident en cours à la banque. Mais Celebrity ne s'en souciait pas, car le moment important est que celui passé avec elle. Puis Makoto reçut un appel téléphonique et Celebrity lui demanda de ne pas répondre, voulant l'emmener et voler avec elle dans le ciel. Cependant, Makoto répondit au téléphone, ce qui choqua Celebrity, car elle dit à son ami qu'elle déjeunait avec Celebrity et que son ami était la hand de Celebrity. Cela fit très peur à Celebrity.
Elle expliqua qu'elle l'avait rencontré la semaine dernière en ligne pour demander des conseils. Il lui demanda si Celebrity faisait encore des bêtises s'il n'avait toujours pas retenu la leçon, car cela l'avantagerait dans le procès. Elle voulait savoir ce que cela signifiait d'être emmenée dans le ciel. Puis Celebrity partit rapidement pour s'occuper du vol qui venait d'avoir lieu. Ensuite, nous nous sommes rendus à la banque où le vol avait eu lieu et le voleur demanda une voiture pour s'enfuir. Dehors, la police demandait aux gens de reculer car le voleur était armé. Parmi la foule se trouvaient Kitch et Bob Step était frustré car elle voulait faire du shopping mais se retrouvait encore face à un problème. Kitch était surpris d'avoir oublié sa veste à la maison, mais Bob Step remarqua que la police était déjà sur place et qu'il n'y avait rien que Kitch puisse faire. Elle lui demanda en quoi la veste aurait changé quelque chose. Puis Celebrity arriva sur les lieux, entra dans la banque, réussit à attraper le voleur et les filles essayèrent de s'approcher de lui pour lui faire un câlin, mais il refusa et partit rapidement. Il est revenu lorsqu'il a trouvé Kitch et lui a demandé de le suivre immédiatement, l'a emmené en hauteur et l'a transporté dans un endroit avec Makoto. Il a pris des photos avec lui et les a envoyées à sa femme, puis il l'a appelé pour lui demander son avis sur les photos. Il a dit à Kitch que sortir avec des mecs ne correspondait pas à son image, mais Makoto pensait qu'élargir son soutien auprès du public masculin pour se débarrasser de son image scandaleuse représentait un nouveau départ au Japon. Puis Makoto a eu une nouvelle idée pour Célébé et lui a dit qu'il avait l'opportunité de se réinventer, ce qui a surpris Célébé. Ensuite, nous sommes passés chez Kitch où les trois regardaient la nouvelle publicité de Célébé, ce qui les a amenés à se poser des questions à ce sujet. Bob Step a demandé ce qui était arrivé à ce type et si l'un d'entre eux comprenait le terme « Yankee ». Mais Candy Stair a expliqué que la plupart des célébrités étrangères viennent au Japon et finissent par être perçues comme bizarres. Puis Kitch a reçu un appel de son père qui lui a dit que sa mère arrivait, ce qui a mis Kitch très mal à l'aise. Sa mère était déjà dans le train. Il s'est empressé de nettoyer et de ranger sa chambre parce que sa mère était très stricte. Cependant, Bob Step lui a rappelé qu'il n'était plus un enfant, même si elle ne savait pas que la mère de Kitch s'était opposée à son déménagement à Tokyo. Il a commencé à imiter sa voix lorsqu'il lui a annoncé qu'il partait à Tokyo et a raconté que sa mère l'avait mis en garde contre les mauvaises personnes qui pourraient le tromper et lui causer des ennuis. Bob Step pensait que sa mère avait raison, mais si elle venait ici et voyait tout ce désordre, elle le forcerait à retourner à la campagne et à quitter l'université. Il lui avait aussi dit que tout se passait bien pour lui et qu'il avait même une petite amie. Mais que ferait-il si sa mère voulait la rencontrer? Il ne supportait pas de mentir, ce qui mettait Bob Step mal à l'aise. Cependant, Kitch était très enthousiaste. Puis Bob Step lui dit qu'elle partait maintenant et s'en alla. La mère de Kitch est arrivée juste après le départ de Bob Step. Elle est entrée et a commencé à regarder autour de la pièce, à la recherche de bonne nourriture. Kitch lui a proposé du thé et sa mère a pensé qu'il vivait plutôt bien. Elle lui a demandé de rencontrer sa petite amie, ce qui a mis Kitch très mal à l'aise. Makoto est allé chez Kitch et a rencontré sa mère, lui disant qu'ils sortaient ensemble, ce qui a poussé Kitch à remercier Makoto et à s'excuser de lui avoir demandé de sortir avec lui. Cependant, Makoto ne fait jamais rien sans obtenir quelque chose en retour. Elle s'est alors approchée de la mère de Kitch et l'a informé qu'ils étudiaient tous les deux à la même université, bien qu'ils ne soient pas dans la même année, ce qui a beaucoup impressionné la mère de Kitch. La mère de Kitch a fini par le gronder parce qu'elle a découvert cela et s'est sentie trompée, pensant qu'une fille aussi belle ne perdrait pas son temps avec lui. Après s'être réunie avec eux, elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus lui faire confiance et a envisagé de le renvoyer chez lui parce qu'il lui mentait surtout. Mais Kitch ne voulait absolument pas cela. Makoto a alors dit à la mère de Kitch qu'elle surveillait les études de Kitch et qu'à travers cette observation, elle n'excluait pas la possibilité de sortir avec lui à l'avenir. Cependant, la mère de Kitch n'a pas aimé ce que Makoto a dit car elle n'aimait pas faire de fausses promesses pour donner de l'espoir aux gens. Vers moi, elle a apprécié la manière polie de s'exprimer de Makoto et lui a proposé d'épouser Kitch et de rejoindre leur famille. Mais Makoto a dit qu'elle allait y réfléchir. Puis Bob Step est arrivé, et lorsque Makoto l'a vu, elle a failli sortir, mais Kitch l'a arrêté et lui a chuchoté qu'il devrait peut-être agir différemment à ce stade, car il voulait qu'elle pense qu'il était populaire, au moins pour le moment. Cependant, Bob Step a remarqué ce côté de Kitch, qui était à l'origine de tous ces problèmes. Kitch a présenté sa mère à Bob Step, mais avant qu'il ne puisse dire son nom, Bob Step a mentionné un autre nom, Kazuo, ce qui a surpris Kitch. Bob Step a dit à la mère de Kitch qu'elle habitait à proximité et qu'elle passait du temps avec lui. La mère de Kitch a alors demandé pourquoi une fille du quartier passerait du temps chez lui. Makoto a également posé la question et Kitch était sur le point de leur répondre quand Calder est arrivé. La mère de Makoto et de Kitch l'admiraient tous les deux, mais la mère de Kitch a dit à Makoto de chercher un garçon de son âge par un homme de son âge. Kitch a alors présenté Calder à sa mère et à Makoto. Calder a tendu sa carte de visite à la mère de Kitch, sur laquelle il était identifié comme Kuroyo, ce qui a surpris Kitch et Bob Step en découvrant le vrai nom de Calder. Makoto a demandé une autre carte à Calder et voulait savoir quel genre de travail il faisait.
Calbert a expliqué qu'il soutenait des zones où il est difficile pour le gouvernement ou les associations de quartiers d'intervenir, en donnant l'exemple du quartier nord de Nariata. Cela signifiait qu'il recevait aussi de l'aide de ces deux gars qui contribuaient à nettoyer les quartiers et les communautés. La mère de Kutish a confirmé cela, ajoutant que son fils adore faire ce genre de bénévolat, sortant souvent ramasser des déchets sans que personne ne le lui demande. Ainsi, Calbert et les autres utilisent la maison de Kutish pour leurs réunions concernant ce travail, et il a utilisé le toit de l'immeuble pour leur enseigner des techniques d'autodéfense. Makoto a compris que Kutish appelle Calbert le professeur. Elle a également remarqué qu'il semblait très fort et en excellente forme, lui demandant s'il travaillait dans un domaine particulier, comme l'armée ou la police, ou s'il était une sorte de héros. La mère de Kutish est alors intervenue et a dit à Makoto d'oublier les héros, car il vaut mieux que les gens soient ordinaires, puisque tous les héros vivent selon les caprices des autres. Elle était certaine qu'ils négligeaient aussi leur vie personnelle. Elle se souvenait que Kutish voulait devenir un héros lorsqu'il était enfant, dès qu'il avait pris la mauvaise voie en imitant le héros All Might, se retrouvant dans de nombreuses bagarres et se blessant en essayant d'aider les autres. Au moment des examens d'entrée au lycée, il est parti à Tokyo en affirmant qu'il deviendrait un héros, mais il est d'une manière ou d'une autre tombé dans une rivière et a raté l'examen, ce qui a rendu Bob Step triste car elle pensait être la cause de cet échec. Cependant, Bob Step leur a dit que ce n'était pas vrai, et Makoto lui a demandé ce qu'elle voulait dire. La mère de Kutish a également fait cette demande, d'un ton énervé, mais Bob Step s'est échappé et la mère de Kutish a pensé qu'elle s'était enfuie à cause de la façon dont elle l'avait traitée et qu'elle aurait dû mieux la traiter lors de leur première rencontre. Kutish a demandé à sa mère pourquoi elle était en colère contre lui alors que c'était elle qui avait posé la question, mais sa mère l'a frappée et lui a dit de ne pas rester là sans rien faire et d'aller la rattraper. Kutish se demandait ce qu'il ferait une fois qu'il l'aurait retrouvée. Makoto pensait qu'il devrait la complimenter pour avoir fait des efforts pour être belle. Ensuite, nous sommes passés à Bob Step, qui descendait les escaliers en toute hâte et d'ici, mais Kutish va rattraper, la traitant de maladroite quand il s'agissait de marcher. Bob Step lui a alors demandé ce qu'il voulait d'elle, et il a répondu qu'il rentrait chez lui. Kutish se rappela les paroles de Komoto et dit à Bob Step qu'elle était différente aujourd'hui. Bob Step lui montra qu'elle avait changé de rythme aujourd'hui, lui disant qu'elle avait tout assemblé à la va-vite, ce qui avait surpris elle-même. Elle lui a donné une gifle, est partie furieuse, et Kutish pensait pourtant l'avoir complimentée. Ensuite, Kutish, Makoto et sa mère sont allés se promener en juillet, et la mère de Kutish était très heureuse, ce qui a surpris Makoto en voyant l'expression de Kutish. Kutish avait l'air d'aller bien, il attendait simplement que l'orage passe, car c'est ce que sa mère lui avait appris. La mère de Kutish et Makoto sont ensuite allés dans un magasin pour acheter quelques provisions, et Kutish a aperçu une tenue spéciale qu'il adorait, mais sa mère l'a surpris en train de la regarder et lui a dit de ne pas gaspiller son argent pour des choses aussi futiles. De toute façon, il ne faisait que la regarder. Puis Makoto a dit à la mère de Kutish qu'il était temps pour la caravane, et en partant, Kutish a acheté une autre veste sans qu'elle ne s'en aperçoive. Ils sont ensuite montés dans le bus et ont commencé à partir lorsqu'un chat a sauté sur le bus depuis le dessus, restant sur le toit. La mère de Kutish a remercié Makoto de l'avoir accompagnée lors de la visite aujourd'hui et l'a beaucoup complimenté, mais elle ne voulait pas qu'elle devienne la femme de Kutish. Elle voulait plutôt qu'elle devienne sa fille. Kutish a alors demandé à sa mère quelle serait sa place dans tout ça. Sa mère lui a dit qu'il serait exclu de l'équipe et Makoto lui a répondu qu'il deviendrait un joueur libre. Nous sommes ensuite passés au chat qui a été touché par un insecte venimeux porteur du sérum de transformation et le chat s'est transformé par la suite. Ensuite, nous avons retrouvé Ashizupia qui observait le chat transformé sur son téléphone mais se réjouissait à l'idée que tout le monde serait surpris. Puis retour au bus. Le bus s'est transformé en chat et s'est mis à accélérer, provoquant la panique parmi les passagers. Le conducteur a essayé d'arrêter le bus, mais il n'y arrivait pas du tout et il a failli renverser des passants dans la rue. Retour à Calder, qui observait le bus et était surpris de voir qu'il s'agissait d'un chat, mais il s'est dit que s'il lui attrapait, il ne pourrait obtenir aucune information sur Prigé, alors il a décidé de laisser faire les professionnels. Il a alors aperçu Kutish à l'intérieur du bus. Nous sommes ensuite passés à Bob Step, qui a reçu un appel de Calder. Il lui a tout raconté, ce qui l'a poussé à le rejoindre immédiatement. Elle a demandé pourquoi Kutish se trouvait dans le bus à la base, remarquant sa malchance. Calder a alors rejoint Bob Step et lui a demandé si elle avait apporté ce qu'il lui avait demandé. Bob Step a sorti les objets qu'il avait demandé, à savoir un plumeau et du ruban adhésif. Elle lui a demandé ce qu'il comptait faire avec, mais il ne pouvait pas lui dire maintenant car il devait se concentrer davantage, le bus arrivant. Nous sommes ensuite revenus dans le bus où Koteshi a vu un génie s'approcher rapidement d'eux. Angoni a détruit la porte du bus et est parvenu à entrer, rassurant tout le monde. Il a alors demandé au chauffeur s'il avait le contrôle du véhicule, mais ce dernier n'en avait absolument pas et ne pouvait pas utiliser les freins. Angénique s'est dit que ce serait une catastrophe si le bus fonçait vers une zone commerçante. Pendant ce temps, alors que le chat passait à toute vitesse, ils lui ont fait signe, ce qui l'a fait changer de direction, plaçant ainsi Calbert et Bob Step juste devant lui. Cela a choqué Angélique et Koteshi, tandis que Calbert continuait à faire signe. Lorsqu'il s'est approché, il a lancé son panneau de signalisation pour rediriger la trajectoire du chat, l'envoyant vers une route fermée. Angélique informa que le chat était maintenant sur l'autoroute, mais il a appris aussi qu'il y avait un pont effondré un peu plus loin.
Arjunu se souvint de l'ancien incident impliquant le monstre géant et constata que cette route était idéale puisqu'il n'y avait aucun véhicule dessus. Cependant, il y avait une limite de temps et s'il devait tomber, il ne voulait surtout pas tomber avec cette chose. Puis une autre voiture arriva pour transporter les passagers du bus. Arjunu informa les passagers du transfert, leur demandant d'y aller un par un, et le processus de transfert des passagers commença. Ensuite, nous revenons à Ashizitya qui se sentit en colère face à la situation, trouvant cela de plus en plus ennuyeux. Cela poussa l'insecte à vider tout le sérum dans le chat, le rendant à nouveau plus agressif, et le chat redirigea son attaque vers l'autre voiture, la projetant au loin et assommant également l'agent du bus ainsi que le conducteur, les mettant presque en danger de mort. Cependant, Mujni est intervenu juste à temps et les a sauvés, ce qui a provoqué l'arrêt du véhicule d'Arjunu. Il a ensuite poursuivi le bus à nouveau, mais il est tombé en panne de carburant. Koteshi a mis sa veste pour aider dans cette situation. Un assistant d'Arjunu a demandé si quelqu'un ici avait la rapidité nécessaire pour livrer ce carburant à Arjunu. Koteshi s'est avancé pour accomplir la tâche, mais sa mère lui a conseillé d'arrêter, insistant sur le fait que ce n'était pas une mission pour des amateurs. Koteshi a crié sur sa mère en lui disant que ce n'était pas le moment de dire ça, ce qui a choqué sa mère et l'a empêché d'essayer de le retenir. Il a pris le carburant et s'est rapidement dirigé vers Arjunu. Calbert s'est approché pour prendre des nouvelles de la mère de Koteshi pendant que nous revenions à Koteshi, qui avait réussi à atteindre Arjunu et à lui donner le carburant. Koteshi a été surpris de découvrir que le carburant d'Arjunu était du jus. Arjunu lui a dit qu'il était l'homme rapide et unique à la porte du tonnerre et qu'on lui avait demandé de fournir du jus et d'aider ensuite. Arjunu a ensuite bu le jus et a mentionné qu'il dirait qu'un simple citoyen l'avait aidé. Il a indiqué qu'il s'occuperait du travail sur le terrain et a demandé à Koteshi d'apporter son soutien depuis la distance la plus grande possible. Après avoir fini le jus, ils se sont mis à courir plus vite. Lorsqu'ils se sont approchés du bus, ils ont été attaqués par le chat mais ont réussi à esquiver cette attaque. Puis un jeune homme s'est mis à courir rapidement et a demandé à Kutish de servir Bappa. Kutish a accepté et s'est placé devant le chat, commençant à agir comme un chat. Le chat a été impressionné par la tenue de Kutish et a voulu lui sauter dessus, mais le jeune homme est intervenu et a essayé de la frapper. Cependant, un jeune homme s'est de nouveau énervé parce que le chat a augmenté sa vitesse. Ensuite, Kutish s'est mis à courir vite et a réussi à attraper le bus, entrant à l'intérieur avec succès. Makoto a été surpris de découvrir que le super-héros était Kutish. Puis le bus est tombé du haut du pont et un jeune homme s'est renforcé, ce qui a augmenté sa vitesse au maximum. Il a demandé à Kutish de sauter, affirmant qu'il le rattraperait en plein vol. Quand Kutish a fait cela, un jeune homme n'a pas réussi à le rattraper et a eu peur qu'il tombe au sol en portant Makoto, mais il n'a pas abandonné et a utilisé sa force de volonté, réussissant à flotter avec Makoto, insistant pour la sauver. Ensuite, on passe à la mère de Kutish qui raconte à Caldaster le passé de Kutish quand il était jeune et comment il avait ce pouvoir. Sa mère lui cria aussi dessus, mais il continuait à flotter pendant qu'elle n'arrêtait pas de lui hurler d'arrêter. Après être revenue au présent, elle s'est finalement dit que Kutish n'avait plus besoin qu'on lui crie dessus. Caldaster fit remarquer que, malgré l'inquiétude constante des parents, il arrive un moment où les enfants doivent apprendre à voler de leurs propres ailes, dès que le plus important est de leur apprendre à tomber sans se blesser. Puis un jeune homme attrapa Makoto et Kutish tomba au sol, et le disque fut détruit. Komodo courit alors vers Kutish pour s'assurer qu'il allait bien, mais Kutish la rassura. Le chat est retourné chez Ashizuka. Ensuite, nous allons chez Kutish, où il a demandé à sa mère de rester parce qu'elle lui avait dit qu'elle retournait chez elle. Cependant, elle est passée à autre chose et lui a dit de ne pas s'en faire, car cela ne le concernait pas. Elle a demandé à Bobstep et Caldaster de s'occuper de Kutish et de ne pas hésiter à le gronder s'il faisait une bêtise, Caldaster s'en chargeant. La mère de Caldaster a chuchoté à Makoto qu'elle pensait qu'il vaudrait peut-être la peine de donner une autre chance à Kutish. Cependant, cela a fait réfléchir Makoto, ce qui a conduit Bobstep à se fâcher et Kutish à se sentir embarrassé. Le lendemain, ils ont repris l'entraînement et Kutish a exercé sa volonté pour l'hésiter, atteignant 30 cm. Bobstep ajoute qu'il pourrait réussir à atteindre 50 s'il s'entraînait bien, car sauter par-dessus de petits obstacles est bénéfique. Kutish se souvint qu'il y a seulement quelques jours, il avait flotté près de façon impressionnante. Bobstep fit remarquer que ce qui arrivait à Kutish était une triste hallucination causée par un complexe de supériorité, mais Kutish pensait qu'il s'agissait d'un miracle unique dû au pouvoir d'Asakusa.